Je vais vous présenter très succinctement Marc, puis après je lui laisserai la parole. Donc Marc, tu me corriges si je me trompe, donc les directeurs de la formation professionnelle CFA de l'Université Paris-Est Créteil. Il est également donc vice-président en relations internes institutionnelles GARF national et administrateur de la FOD. Donc il est Mhm. aussi l'auteur de l'ouvrage du présentiel au e-learning efficient. Et donc, voilà, moi j'ai appris à connaître Marc lors effectivement du groupe de travail sur la IVE avec la FOD. Et donc, je lui ai proposé effectivement qu'il nous soumette un peu sa vision de la FOD 4.0 pour qu'on puisse effectivement avoir un échange sur finalement l'avenir de la FOD, les évolutions en fait, et l'avenir de la FOD, comment l'appréhender avec des pistes de réflexion. Donc, bien sûr, cette intervention-là vise à susciter du questionnement, susciter des interrogations. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions. Probablement que parfois, on ne va pas couper Marc, mais très certainement que parfois, on relèvera ces questions et on n'hésitera pas à les poser derrière. Voilà. Merci encore, Marc, de ta présence. Euh, Merci à vous de. Je suis en train de mettre en place mon PowerPoint. Vous voyez mon PowerPoint? mais oui, on voit très bien. Ouais. Voilà. Je vais juste mettre les trombines sur le côté. Écoute, merci Cyril, et puis bonjour à toutes et à tous. Donc, quand on a préparé ça avec Cyril, effectivement, je disais que la difficulté, d'autant plus que vous avez quand même déjà une très bonne expérience de e-learning, de distanciel, de FOAD, vous l'appellerez comme vous voulez. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus lieu d'avoir des batailles sur une appellation ou une autre. Parlons globalement de formation à distance ou de distanciel. Et donc, j'ai eu l'occasion d'aller sur votre plateforme et vous faites des choses. Alors, j'ai dit à Cyril, j'ai dit, mais je ne sais pas vraiment ce que je peux vous apporter. Donc, d'autant plus qu'aujourd'hui, on peut avoir affaire à des gens qui ont des expériences très, très diverses. Donc, en tout cas, l'objectif de ça, c'est effectivement, c'est de vous apporter ou de faire bénéficier un peu de mon recul par rapport à deux points qu'on verra après. Je suis juste en train de voir que ça ne piquait pas. Donc voilà, si je devais me présenter rapidement, mais Cyril l'a déjà fait. Voilà, et notamment, c'était surtout, si j'interviens là aujourd'hui, c'est au titre de ce livre. C'est pas pour en faire plus de pub qu'il ne faut, mais voilà, pour vous situer. Donc, qui s'appelle du présentiel au e-learning efficient ou comment développer une formation professionnelle à distance. Et en fait, c'est le résultat de plusieurs années de travail de recherche et développement, à savoir qu'en 2010, quand je suis arrivé à la direction de la formation professionnelle à l'Université de Strasbourg, en fait, depuis un peu plus de 20 ans, je travaille dans le développement de la formation professionnelle et j'ai alterné souvent public et privé, et côté entreprise et côté organisme de formation. Donc voilà, c'est intéressant pour avoir une vue un peu globale des problèmes, ou en tout cas des deux côtés. Et donc ce livre, puisque c'est déjà la deuxième édition, comme vous pouvez le voir sur la couverture, elle vient de sortir cette deuxième édition juste mi-octobre. Il y a une centaine de pages en plus avec des leçons tirées de la crise sanitaire, puisque la première édition était sortie juste après le premier confinement. Et donc, c'était le résultat de tout un travail quand j'étais à Strasbourg où j'avais développé toute la chaîne du e-learning, c'est-à-dire depuis l'accompagnement pédagogique des enseignants, la création des ressources, avoir notre propre plateforme qu'on proposait même en marque blanche à des entreprises. Voilà, et tout le pilotage qui va derrière. Et puis après, je suis reparti pendant 2 ans dans une entreprise privée dans le sud de la France qui a un groupe spécialisé dans l'enseignement supérieur à distance. Et là, j'ai remis à nouveau en place tout un dispositif d'enseignement à distance. Ce qui me semble important, voilà, d'intégrer en fait toute la valeur ajoutée, toute la chaîne complète de production de l'enseignement à distance. Voilà pour vous situer un peu d'où je parle. Donc aujourd'hui, dans le sommaire, je propose principalement deux points. Le premier, c'est en tout cas une manière de voir les leçons de la crise sanitaire. Et l'autre, c'est de vous parler effectivement de ce qu'on a un peu pris l'habitude d'appeler la formation différenciée 4.0.
Donc, il y a deux termes importants. Ce n'est pas juste la formation 4.0, mais c'est la formation différenciée 4.0, parce qu'il y a une dimension technologique et une dimension pédagogique. Et la particularité de ce que j'ai pu travailler dans mon livre, c'est que j'aborde en fait le développement de la formation à distance en disant que quand on est dans le cadre de formation professionnelle à distance, donc dans le cadre de la réglementation, de la formation continue, on pourrait dire de notre manière, c'est qu'il y a 4 dimensions qui s'interpellent en permanence pour développer de la formation. C'est la dimension technologique, pédagogique, juridique et économique, parce que il y a aussi des contraintes économiques et il faut bien tenir compte aussi du prix de revient d'une formation, du public auquel on s'adresse, etc. Voilà pour finir de vous donner un peu le cadre général de mon intervention. Alors, si on prend depuis le Covid, ce qui est intéressant, c'est de rappeler avant la crise sanitaire, en fait, les raisons majeures pour lesquelles on faisait de la formation à distance. Et effectivement, alors, je suis toujours un peu embêté avec le trombinoscope, enfin avec les vues, parce que je ne sais jamais si un coup je la mets à gauche, un coup je la mets à droite. Voilà. Et à chaque fois, ça me gêne une partie du texte. Mais voilà, ça y est, j'y suis. Donc, avant le Covid, les raisons majeures du distanciel, c'était principalement de faciliter l'accès à la formation, ça l'est toujours, mais c'était d'assouplir la formation face aux contraintes et puis de diminuer le coût complet. Puisque dans le cadre de formation continue, je ne sais pas, ça c'est un point qui vous concerne de près, c'est qu'effectivement, quand des gens vont en formation, le coût complet, c'est le coût pédagogique, le coût du salaire pendant que les gens sont en formation et les frais de déplacement. Donc, effectivement, selon ça, on peut déjà au moins diminuer les frais de déplacement, voire le coût du salaire si c'est de la formation qui est hors temps de travail. Et ça, c'était effectivement les principales raisons. Et ça, on voit bien que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dû tous. Ah, j'avais des échos d'un seul coup. Je ne sais pas pourquoi. Non, ça va, vous m'entendez bien? C'est Bon, bon, il il y y a a eu eu un un petit coup écho, d'écho, mais mais c'est bon. momentané. Ouais, voilà. Donc, et tout ça, on voit bien que ça n'a rien à voir effectivement avec une obligation de continuité pédagogique telle qu'on l'a connue au moment du confinement. Juste une petite précision, si vraiment quelqu'un à un moment donné a une question brûlante ou se dit non, non, mais là, il me raconte n'importe quoi ou il faut absolument que j'intervienne, n'hésitez pas à prendre la parole en micro si vous voulez ou à relayer une formation dans le chat et puis Cyril pourra me la relayer ou que si quelqu'un a un œil sur le chat, me la relayer. Mais n'hésitez pas à m'interrompre ou à poser une question entre-temps si vous le souhaitez. La première question, c'est de se dire, est-ce que finalement la crise sanitaire, est-ce que ça a vraiment été déclencheur ou pas déclencheur des modalités de formation à distance? Alors évidemment, je vais prendre un peu le contre-pied pour grossir un peu le trait, mais alors à chaque fois, ça clique quand ça veut. Moi, je pars du principe, en tout cas, j'aime bien dire qu'aujourd'hui, il reste autant de travail à faire qu'avant la crise sanitaire pour expliciter, en fait, et convaincre de faire du distanciel. Alors, bien entendu, quand je parle de distanciel, ça ne veut pas dire non plus tout à distance. Mais effectivement, quand il y a certaines formations qui s'y prêtent, d'autres qui ne s'y prêtent pas, il y a des choses qu'il faut garder en présentiel. Mais donc, en tout cas, quand tout le monde pourquoi je suis vraiment chagriné aujourd'hui avec la technologie. Il y a des jours comme ça, il y a un petit trait. Donc, en fait, tout ça, ça n'a rien à voir. Enfin, il y a toujours autant d'explications. Et quand tout le monde a dû faire du distanciel, en fait, on a pu remarquer que finalement, ce n'était pas l'affaire de beaucoup de monde, juste avant la crise sanitaire, le fait de s'intéresser au distanciel. C'était 10% des organismes de formation, des OF, qui s'étaient vraiment déjà un petit peu intéressés. Et donc, vous en faites certainement partie, puisque vu où vous en êtes aujourd'hui, il a fallu que vous commenciez effectivement déjà il y a un moment. Et donc, sur l'autre partie de l'iceberg, c'est-à-dire les 90% qui n'avaient peut-être pas encore jusque-là fait de démarches ou s'intéressé au distanciel, il y en a beaucoup qui ont dû en faire malgré eux. Vous voyez un trait rouge là sur ma diapo ou pas? Oui, une petite décoration. Oui, oui, mais c'est pas toi. Je pense que je soupçonnerais, moi, un participant d'avoir cliqué sur annotation et Bon, je vais d'avoir, discuter. du coup, fait un petit dessin. J'essayais de l'enlever comme s'il y avait une Non, mouche. à mon avis, ça vient pas de chez toi. Euh, Voilà.
Donc, Karine. Oui, c'est moi, je suis passée sur mon mobile et j'ai fait ça, je ne sais pas ben comment. voilà, Je vais Voilà. essayer Et de moi, j'ai vu que c'était rectifier. Karine parce que je suis. Mais je voulais pas te perturbé. Mais dénoncer, bon, hein, Karine. T'as vu, je suis sympa. j'essaie de l'enlever. Je me Je suis nous fait avons. avoir, j'ai été perturbé par les dessins. C'est pour vous tester. Ne vous C'est gênez pas, pour des vous tester. graphiques sur mon PowerPoint. Voilà. Non, mais à savoir, j'aurais fait un plus joli dessin, hein. Voilà. Et Cyril, Excusez-moi, sinon, j'essaie de file-moi les droits l'enlever. d'admin Oh non, mais c'est pas grave, c'est du et moment que je c'est vais pas essayer de moi, c'est l'enlever. parce que Ok. j'essayais en même temps que je vous parlais, alors je donne pas l'impression d'être très bien concentré. J'essayais de l'enlever en pensant que c'était moi. Donc en tout cas, malgré cela, effectivement, on a quand même vu de très belles réalisations et de très belles adaptations de gens qui ont fait des choses en distanciel. Mais on a vu aussi une grande disparité et surtout ce qui est important. Et vous verrez pourquoi je souligne ça après sur aujourd'hui ce que ça conditionne en matière de construction de e-learning ou de distanciel, c'est qu'on a vu beaucoup de situations, enfin de gens qui ont vécu des situations négatives. Beaucoup d'isolement, puisque les gens étaient doublement confinés. À la fois, ils étaient derrière leur ordi. En même temps, ils n'avaient pas le droit de sortir pour beaucoup de jeunes, puisqu'on a quand même en grande partie un public de jeunes, mais y compris des gens qui sont en activité professionnelle et avec un âge peut-être moins jeune. En tout cas, les gens vivaient le e-learning comme vraiment de l'isolement presque insupportable. Ils ont vécu des choses qui ressemblaient plutôt à de l'envoi de cours en masse ou du cours par correspondance, ou alors des heures de visio interminables. Donc ça, il y a quand même une grosse partie de gens qui ont vécu ça et qui ont gardé cette image du distanciel aujourd'hui. Donc, il faut qu'on en tire profit pour avancer. Bien que nécessaires, effectivement, ces situations ont été majoritaires. Et aujourd'hui, on se retrouve quand même avec beaucoup de gens. Je discutais l'autre jour avec, je ne sais plus avec quelle structure, qui me disait qu'aujourd'hui, il y a 60% de leurs enseignants qui sont revenus en présentiel, mais pur et dur, quoi, qui disent je veux plus pendant un certain temps entendre parler de distanciel. Donc, ce qui est quand même surprenant. Avant, on aurait peut-être pu leur dire faites-en un petit bout, un petit peu, intéressez-vous. Non, là, c'est comme s'ils avaient saturé pendant 2 ans du distanciel. En tout cas, voilà, il nous reste beaucoup de travail. Et malgré ça, de toute façon, le mouvement se poursuit. Et les autres observations, c'est que ce qui est important, c'est que ce n'est pas non plus une question de génération. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui disent non, mais qui ont saturé aussi. Donc avant, on disait mais les jeunes, et finalement, ils ont l'habitude d'utiliser tous les outils électroniques, les réseaux sociaux, les machins. Voilà. Et donc, pour eux, c'est facile. Non, c'est pas du tout plus facile pour eux. Ils ont l'habitude d'utiliser un smartphone, effectivement, et de faire beaucoup d'échanges avec des réseaux sociaux, mais pour autant, entre ça et suivre une formation sur un ordinateur, c'est quand même complètement différent. Donc, ce n'est pas non plus qu'une question de technologie. Et pour autant, effectivement, si on regarde, ce qui est important, c'est que la révolution majeure, et on va y venir même pour ceux qui avaient ou qui ont déjà de l'expérience, mais il reste encore une grosse révolution pédagogique à opérer, et ça va être en fait un peu tout l'objet de ce qu'on va voir sur la suite. Alors, si on regarde les principales révélations, moi, j'avais écrit un article au début du confinement et j'avais souligné qu'il y avait 2 ingrédients primordiaux. Le premier, c'était de se mettre en situation pédagogique. Et en fait, si vous vous souvenez un peu au moment où on a eu le confinement, il y a eu aussi toute une vague d'entreprises de la EdTech, donc de la technologie d'éducation, qui avait mis à disposition leurs outils, des plateformes, des ressources, etc. Et tout le monde disait, ça y est, chouette, c'est l'avènement du distanciel, ça y est, tout le monde est convaincu, tout le monde est conquis et on va y aller. Donc, d'où effectivement les conclusions que j'évoquais avant. Et donc, moi, j'avais dit attention parce que j'étais pas spécialement devin, mais voilà, c'est simplement quand on a construit et fait toute une construction de formation à distance, et vous le savez comme moi, c'est qu'il y a un gros travail à faire en amont et que les gens n'avaient pas eu le temps de fabriquer ou de mettre en œuvre des scénarios pédagogiques bien construits avec de l'asynchrone, du synchrone, de l'accompagnement, etc. Tout ce qu'on peut imaginer. Donc, en tout cas, et le premier point, c'était de dire quand vous êtes chez vous, mettez-vous en situation pédagogique. Alors, on sait bien que même, par exemple, pour le e-travail,
télétravail, pardon, si on fait le parallèle, si vous avez bossé chez vous avec les enfants, avec la conjointe, le conjoint et toute la famille qui était confinée en distanciel, on voit bien que ce n'est pas évident de se mettre en situation de travail et encore bien moins aussi en situation pédagogique. Donc, ce qui procède effectivement de dire, si vous devez suivre des formations pendant le confinement, surtout, prenez bien le soin de vous isoler, c'est important. L'autre point, c'était de dire, attention, il ne s'agit pas de faire soit des heures de vision interminables, soit d'envoyer juste des cours, mais l'accompagner, tutorer et éventuellement de deux manières à la fois, on y reviendra tout à l'heure, c'est important. Et aujourd'hui, peut-être que ça vous semble évident, mais il y en a encore pour qui aujourd'hui, c'est plus ou moins évident. Et j'ai travaillé il y a 3-4 mois avec des gens, une structure qui voulait développer un diplôme à distance, qui m'a dit, bon, comment on fait pour fabriquer des ressources et se fournir une plateforme? Donc, on a l'impression que dès qu'on a la technologie, dès qu'on a les ressources, ça y est, c'est bon, on peut faire du distanciel. Et donc, et des gens pourtant qui étaient déjà un peu initiés, qui avaient déjà un petit peu l'habitude de faire du distanciel. Et vous voyez qu'on était beaucoup dans du distanciel, où le distanciel, c'est fait pour finalement gagner du temps et que les gens puissent apprendre par eux-mêmes. Voilà. Donc, il y a beaucoup les principales révélations d'efficience pour un grand nombre portent sur l'efficience. Et vous voyez que ce terme d'efficience, il est important, on va y revenir, face aux pratiques qu'on a eues confinées et isolées. Donc, la dimension techno, je viens de vous le dire, elle est quand même encore assez forte de se dire, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? Et on a l'impression qu'on passe un peu, pour certains encore, au second, qu'on n'a pas pris bien conscience de au-delà de la création de ressources et de la création et des outils, de tout ce qu'il y avait à faire en amont. L'autre révélation majeure, c'est le besoin de plus de collectifs. Parce que les gens, effectivement, ont vécu de la formation très solitaire. Ok, c'est bon, c'est revenu. Non, rien, j'ai eu un gros problème de Zoom, ça a tout planté. Bon. C'est bon? J'ai cru que c'était une question, mais… Non, c'est quelqu'un qui s'est reconnecté. J'ai coupé le son à cet homme il est débutant. Voilà. Non, mais ça a tout gelé, je suis désolé, ça a tout gelé et je pensais que ça avait gelé pour tout le monde, ça m'a déconnecté et ça m'a remis sur Zoom direct, donc excusez-moi. Nous, c'était gelé ce matin, mais là, ça y est, il y a du soleil, maintenant, c'est dégelé. Un autre type de gelé, c'est vrai. Voilà. Alors, donc, pour en revenir, effectivement, une des révélations majeures où les gens ont besoin de plus de collectifs, ils ont été tellement isolés. Et ça, il y a deux choses. C'est que d'une part, pour ceux qui faisaient du distanciel, ça pousse le distanciel vers plus de multimodalités ou des formats hybrides avec plus de collectifs. Et tout ça pour le réhumaniser, parce que les gens ont vraiment ressenti en grande partie, mais c'était aussi l'histoire du distanciel qu'on développait juste avant, en disant c'est un bon moyen d'apprendre tout seul, à distance, etc. Et on le voit bien quand des sportifs de haut niveau, moi j'avais travaillé tout à l'heure, je disais, sur un diplôme de management de la carrière d'un sportif avec un syndicat professionnel. Et au tout début, il y a 5 ou 6 ans, on disait c'est bien parce que quand ils sont en déplacement, ils peuvent apprendre tout seuls et puis de temps en temps, on les regroupe. Mais donc, c'était quand même des formations très solitaires. Donc, les gens se disent, mais non, mais il faut que ce soit un peu plus, qu'on remette de l'humain dans le distanciel. Et d'un autre côté, ça pousse aussi à ceux qui faisaient uniquement du présentiel, finalement, de donner un peu plus de latitude dans des temps pédagogiques en mettant du digital, donc de donner un peu plus de souplesse aussi au distanciel. Et donc ça, même pour les initiés, en fait, ça a bousculé fortement les modèles pédagogiques. C'est ce sur quoi on va s'appuyer maintenant. Donc les modèles pédagogiques, ils ont été bousculés de quelle manière ? Je ne sais pas si tout le monde connaît bien le fameux acronyme ATAWAD, qui est un acronyme qui a la vie dure dans le distanciel, qui veut dire Anytime, Anywhere, in Devices. Si on le résume en français, ça voulait dire la formation à distance, c'est super, parce que les gens peuvent apprendre où ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Voilà. Mais on a bien vu, effectivement, dans tout ce qu'on vient de dire, que l'apprentissage solitaire, il a aussi ses limites. Donc, le ATAWAD, ce n'est pas forcément aussi génial que ça. Et donc, ça, c'est quand même une conclusion. Enfin, en tout cas, je pense que c'est bien. Moi, ça faisait un moment aussi où je disais, mais non, les gens ne peuvent pas apprendre où ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Ce n'est pas possible. Ça dépend de l'objectif de la formation.
Et on disait, oui, mais le distanciel, c'est fait pour économiser de l'argent, économiser du temps, avoir une super souplesse, etc. Oui, mais ça dépend de l'objectif de la formation. Donc, selon la finalité et l'efficience attendue, on va avoir 3 déterminants, enfin en tout cas qui peuvent conditionner en partie déjà une organisation de formation. La première, c'est l'organisation des ressources et on va y revenir. La deuxième, c'est de tenir compte aussi, parce que quand je parle de l'organisation des ressources, selon le public qu'on a, on ne va pas les organiser de la même manière. On va y revenir sur un schéma. La deuxième, c'est l'autonomie d'apprentissage. Vous savez aussi bien que moi que l'autonomie d'apprentissage, elle n'est pas forcément la même selon le public auquel on a affaire. Et ce n'est pas non plus forcément une question d'âge, mais souvent, effectivement, un public plus âgé, en activité, etc., va quand même avoir une autonomie d'apprentissage ou plus élevée que quelqu'un qui est plus débutant. Et puis la troisième, l'autre déterminant, effectivement, ça va être le tutorat. Alors, ça va nous donner, ou ça nous a permis de dessiner un peu 3 grands modèles de formation à distance. N'hésitez pas à m'arrêter si vraiment il y a une question brûlante. Donc, si je reprends mes 3 déterminants avec les ressources, le tutorat et l'autonomie d'apprentissage, on va les détailler un par un. Le premier, c'est les ressources. Les ressources, elles peuvent être organisées de 3 grandes manières, on peut dire, en bibliothèque, priorisée ou conditionnée. Je prends un exemple. Vous faites alors excusez-moi, je vais peut-être prendre un exemple qui est plus dans mon domaine. Vous avez un master de ressources humaines et on dit dans ce master, il y a 90 heures de droit du travail. Donc, soit effectivement, on prépare tout sur la plateforme et on va collecter, voire produire tout un tas de ressources. La plupart du temps, effectivement, il y a des ressources qu'on va produire et des ressources qu'on va collecter. Et puis, on va mettre tout un paquet, comme si on mettait une bibliothèque, en disant, voilà, si vous regardez toutes ces ressources, comme vous serez évalué sur tel point et sur tel point, de toute façon, là, si vous les regardez, vous aurez largement de quoi préparer votre diplôme ou votre évaluation sur le module droit du travail. Par contre, ce qui est important, c'est que si on regarde en détail toutes ces ressources, peut-être que si quelqu'un les regarde toutes en détail, en fait, il peut y passer 200 heures, par exemple, au lieu de 90 heures. On voit bien qu'il y a quand même un temps qui est le temps contractuel de la formation, où il faut quand même se donner, c'est le temps qu'on donne en repère, quel que soit le salarié, le sportif ou la personne ou un apprenti, quand il est en formation, il doit passer un certain temps, un minimum en formation. Donc, on peut disposer, voilà, comme ça en bibliothèque, mais ça veut dire effectivement que la personne, il faut qu'elle trie. Voilà, elle va organiser son parcours comme elle le veut. Le deuxième, ça va être un peu plus priorisé. C'est-à-dire, je reprends toujours mon exemple, j'ai 90 heures de droit du travail dans un master de ressources humaines. Et admettons que ce soit parfait en termes d'organisation. J'ai 45 heures le premier trimestre et 45 heures le deuxième trimestre. Et on va dire aux gens, sur le premier trimestre, vous serez évalué sur tel sujet. Sur le deuxième semestre, vous serez évalué sur tel sujet. Donc, on va trier les ressources. Et puis surtout, on va déjà un peu les peser, entre guillemets, en disant, voilà, si vous regardez ces ressources-là principalement, là, vous en avez pour 45 heures globalement, avec un temps d'apprenant moyen, puisque ça, on l'aura toujours, 45 heures pour un temps d'apprenant moyen. Et si vous regardez ça, vous êtes capable effectivement de passer votre évaluation du premier semestre. Par contre, si vous voulez aller plus loin, effectivement, il y a des autres ressources à côté. C'est l'équivalent quand on est en présentiel, quand on donne des références, des photocopies, des tirages, des liens Internet, etc., en disant, si vous voulez approfondir le sujet, allez voir là, allez voir là, allez voir là. Donc là, effectivement, les ressources priorisées, c'est on va trier des ressources principales et trier des ressources complémentaires. Voilà. Mais ces 3 modèles existent bien. Et puis après, on va dans quelque chose d'encore plus organisé, mais qui sont les ressources conditionnées. C'est-à-dire que là, on va carrément dire, aujourd'hui, voilà, vous avez, ce matin, vous avez 4 heures de droit du travail, vous allez regarder telle ressource, lire tel document, etc. Et tout ça, c'est l'équivalent de 4 heures. Et puis, on évaluera. Voilà. Après, il peut y avoir tout un tas de conditions, de QCM, etc., que vous connaissez. Mais là, on va vraiment
faire les choses et les ressources seront conditionnées. Et on peut imaginer qu'il y a une première séquence de 2 heures et puis là, il peut y avoir un premier QCM et quand c'est validé, on débloque les ressources suivantes, etc., etc. Donc là, ce sont des ressources beaucoup plus conditionnées. Mais vous voyez bien que le temps en amont, si je prends un facteur économique, c'est que le travail pédagogique, il n'est quand même pas du tout le même entre des ressources qui sont bibliothèques où on dit aux gens, ben voilà, on vous met à disposition tout ce qu'il vaut, organisez-vous tout seul. Entre des ressources prioritaires et des ressources conditionnées, le temps d'ingénierie pédagogique en amont est très différent. Donc, le coût de revient de la formation aussi est très différent. Si on prend le tutorat en face de ça, pardon, je suis allé trop vite, on peut avoir un tutorat qui est inexistant, comme par exemple, voilà, il y a certaines formations où on dit, ben voilà, vous avez mis vos ressources, vous apprenez seul. C'est un peu le modèle MOOC à l'ancienne mode, entre guillemets. Ce qui est différent de l'évaluation par les pairs, c'est plutôt de l'échange entre personnes. Mais là, il n'y a pas de tutorat au sens tutorat avec des formateurs. Il y a quelques années, on connaissait déjà ça avec la formation à distance. On disait, ben, si vous voulez des heures de tutorat, ben, vous achetez des jetons de tutorat. Et par exemple, des sociétés comme Open Classroom aujourd'hui sont organisées sous ce modèle-là. Il y a un tutorat, mais qui est un tutorat, alors inexistant à la base, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de tutorat, mais si quelqu'un veut avoir du tutorat, ben, il achète des heures de tutorat à côté. Donc après, on peut avoir un modèle avec du tutorat facultatif. Vous voyez qu'à chaque fois, je vais vers le plus fort, enfin, le plus renforcé. Et puis, on peut avoir effectivement un tutorat obligatoire. On va dire, voilà, ce matin, vous travaillez sur des ressources en asynchrone. Après-midi, vous allez travailler un peu en groupe. Et puis, de 16h à 18h, c'est un temps synchrone, collectif avec le formateur. Et là, ce n'est pas juste un temps qui est facultatif ou pas, non. Il est obligatoire, il fait partie du temps du parcours pédagogique. Donc là, effectivement, on peut avoir des tutorats de différents niveaux. Et ça correspond, effectivement, en tout cas, ça peut correspondre si on place la capacité d'auto-apprentissage, enfin, l'autonomie d'apprentissage. Vous voyez bien que le premier, où la personne se débrouille toute seule avec les ressources, etc. Mais forcément, on est dans un modèle un peu plus low cost. On va y revenir après. Mais donc, il faut quand même une forte autonomie d'apprentissage, il faut s'organiser, il faut organiser son parcours, savoir choisir ses ressources, etc. Et plus on va avancer, effectivement, plus ça sera important en fonction de l'autonomie d'apprentissage des personnes. Donc, ça nous donne un peu 3 typologies. La première qu'on va appeler libre, la deuxième qu'on va appeler accompagnée et l'autre qu'on va appeler guidée. Et vous voyez bien que la qualité ou l'efficience de la formation, effectivement, elle va augmenter en fonction de ce qu'on va trouver. Et aujourd'hui, vous avez des organismes de formation qui font de l'enseignement et qui font des choses très bien, sauf qu'ils sont un peu organisés sous ce modèle-là, sous le modèle libre, mais ils s'adressent à une frange de public assez restreinte. Donc des publics, effectivement, qui ont une forte autonomie d'apprentissage. Si on donne un modèle comme ça à des plus jeunes qui sont plutôt dans un cadre d'apprentissage, etc., et qui ont besoin d'être beaucoup plus guidés, là, on aura 50% de décrocheurs, alors qu'ici, on n'aura pratiquement pas de décrochage. Vous voyez, donc ça, il faut les resituer dans ce cadre-là. Donc, les 3 modèles, les conclusions, c'est que c'est surtout aussi que ça nous donne des repères. Quand on est dans des formations, surtout en full distanciel, c'est important, par rapport au public, d'avoir un peu ces 3 repères pour se dire c'est quoi les ingrédients de l'efficience d'une formation. Donc, parce que ces repères-là, en fait, c'est ce qui est le plus difficile. Il y a beaucoup de structures qui disent oui, on fait du distanciel. Et aujourd'hui, entre le distanciel que vous faites vous, le distanciel que font d'autres, etc., il y a même des gens qui ont pignon sur rue, et ce n'est pas du tout négatif de ma part, mais qui disent voilà, moi j'ai fait ce choix de modèle de distanciel. Comme on fait le choix d'un produit ou d'une fabrication de produit ou d'un positionnement de produit, mais ça s'adresse à des personnes différentes. Donc, le type guidé, en fait, il va être primordial en apprentissage. Alors, quand je parle d'apprentissage, là, c'est des gens qui sont en contrat d'apprentissage, ce n'est pas en modalité d'apprentissage. C'est au sens contrat d'apprentissage où on a un public plus jeune, effectivement, où là, ça sera important parce que quand on est en apprentissage,
on a alors je ne sais pas si vous avez beaucoup de modalités de contrat d'apprentissage dans ce que vous faites, mais où les gens doivent être en formation, par exemple, le jeudi et le vendredi. Donc, il y a besoin en même temps de savoir précisément à quel moment ils sont en formation et de bien repérer qu'ils sont en formation à ce moment-là. Nos formations sont majoritairement en alternance. Pardon? Nos formations sont majoritairement en alternance, effectivement. D'accord, voilà. Et par exemple, si vous faites du mode hybride, le mode hybride, il est forcément en mode guidé, puisqu'en fait, vous allez mettre du présentiel et du distanciel. Donc, les temps de régulation et les temps pour se dire, voilà, est-ce que la personne avance bien? Parce que l'autre question derrière le mode guidé aussi, c'est de pouvoir suivre, en fonction de la construction pédagogique qu'on aura faite, de pouvoir suivre vraiment l'évolution pas à pas de l'apprenant et donc de pouvoir intervenir si jamais on voit qu'il y a décrochage. Donc, si on alterne des temps distanciels où le candidat ou l'apprenant est plus libre avec des temps présentiels, on a le temps de réguler s'il est bien à jour dans l'avancée du programme. Parce que quoi qu'il en soit, quand on prépare des gens à un diplôme à une fin d'année, l'employeur, quand vous êtes en distanciel, il se pose la question de dire est-ce qu'il avance bien? Est-ce que vous assurez d'une part qu'il est bien en formation quand il doit être en formation? Et d'autre part, est-ce qu'il avance bien au rythme qu'il faut pour que vous le prépariez et qu'il soit prêt au mois de juin ou à un autre moment pour passer son diplôme? Voilà. D'où la prédominance de leur préférence. J'entends la préférence, c'est qu'effectivement, ceux qui ne faisaient pas beaucoup ou qui s'intéressaient moins au full distanciel, aujourd'hui, effectivement, se disent finalement, le mode hybride, c'est bien, parce qu'ils voient bien qu'ils intègrent en fait un peu ces différentes dimensions. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques particulières, si vous voulez qu'on fasse une petite pause dans l'intervention? Est-ce que tu peux revenir sur l'histoire d'acheter du tutorat? Qu'est-ce que tu entends par acheter du tutorat, en fait, plus précisément? Acheter du tutorat. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que je disais, l'exemple, c'est que, en fait, tout ça, c'est l'héritage en fait, des cours par correspondance. Parce que si on prend aujourd'hui certaines formations à distance, c'est ni plus ni moins que du cours par correspondance avec une technologie un peu nouvelle, des ressources un peu nouvelles. Mais les gens, en fait, recevaient des cours, où là, les gens reçoivent des ressources, ils sont inscrits sur une plateforme. Et le tutorat, c'est-à-dire de l'échange avec un formateur. Si on prend une formation parce que je veux apprendre tout seul, comme je veux, quand je veux, être libre d'avancer à mon rythme, donc ce qui est pas du tout le même type de public que quelqu'un qui est en contrat d'apprentissage ou en contrat d'alternance, puisque lui, il est tenu à un planning. Et donc, quelqu'un pourrait dire, ça peut être un salarié en reconversion ou qui prépare un diplôme chez vous. Vous avez peut-être aussi des salariés en activité qui font des formations. Donc, lui, il se dit, moi, de toute façon, je vais apprendre le soir, je vais apprendre pendant le week-end. Et à un moment donné, effectivement, il n'y a pas forcément de temps d'échange ou de régulation avec un tuteur. Donc, en tout cas, sur la base de l'offre. Donc, on peut lui dire, voilà, si vous voulez acheter un ticket pour 10 heures d'échange avec le tuteur, et donc c'est ça que j'appelle acheter du tutorat. Parce que peut-être que c'est une modalité que vous ne mettez pas en œuvre ou que vous ne connaissez pas. En fait, quid du financement derrière de cette offre tutorielle à la demande, en fait? Pardon, j'ai pas. Quid du financement de cette offre tutoriale? C'est juste qu'à un moment donné, si je prends un exemple un peu bête, juste pour caricaturer, c'est de dire, voilà, si la formation coûte 3 000 €, si vous prenez des jetons de tutorat avec, ça sera 3 500, mais ça fait partie de l'achat global du départ. D'accord. Ça ne gêne en rien la prise en charge. C'est comme si vous achetiez une formation plus ou moins longue ou avec plus ou moins d'options. C'est simplement ce que vous achèterez et qui sera pris en compte de la même manière, indépendamment des tickets de tutorat, si je puis dire, ou pas. Estelle, tu as une question? Oui, juste une petite remarque sur ce tableau. Finalement, de gauche à droite, c'est aussi du moins coûteux au plus coûteux pour les modalités de formation. Absolument, je vais y revenir sur le modèle économique. Olivier? Non, j'étais sur l'histoire de ce que tu posais comme question, là, sur l'histoire du tutorat. Et en fait, on observe que tu as eu des MOOC comme ça, qui avaient des formats
très libre, très autonome dans le fonctionnement, et tu pouvais prendre la version tutorée, accompagnée, voire guidée à l'intérieur. Donc, tu avais accès aux ressources de façon très autonome, ou tu avais accès à une version tutorée en étant guidé avec des échéances, etc. Enfin, et par contre, celles-là, elles étaient payantes, par exemple. Absolument. Tu as acheté le système. Mais en fait, derrière, là, ce que dit Marc depuis le début, moi, je trouve, c'est que finalement, on fait d'abord de la pédale, on fait d'abord de l'enseignement, et ensuite, on a un nouveau moyen d'intervention qui est le digital. Et à partir de là, on construit des scénarios avec de l'hybridation, de l'accompagnement, pas de l'accompagnement, en fonction des profils, quoi. Et de notre intention pédagogique, quoi. Finalement. Et si vous collez, par exemple, vous connaissez le terme, le taux de complétude, le taux de complétude qui a eu son apogée avec les MOOC, c'est-à-dire le taux, c'est-à-dire entre le nombre d'inscrits au départ et le nombre de personnes qui vont jusqu'au bout et qui éventuellement passent un examen ou un certificat, je ne sais pas, le taux de complétude des MOOC, il est de 10 à 15%. Et c'est exactement le même taux de complétude qu'on avait depuis une cinquantaine d'années avec les cours par correspondance. C'est-à-dire entre les gens qui s'inscrivaient et les gens qui allaient jusqu'au bout, il y avait 10 à 15%. Ça n'a pas changé. Par contre, effectivement, quand vous avez des gens, vous imaginez bien que si quelqu'un achète et qu'il est… Donc ça, c'est plutôt le modèle libre ou en tout cas un peu plus accompagné. Donc le taux de complétude, il va augmenter. Effectivement, quand on met qualité et efficience, c'est aussi ce taux de complétude qui augmente. Et quand on a des jeunes ou quand on a des gens en apprentissage ou en alternance, il ne s'agit pas, on ne prend pas des jeunes pour dire on aura un taux de complétude de 10 à 15%. Le taux de complétude, il doit être de 100%. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut mettre des ingrédients pédagogiques et des éléments dans le scénario pédagogique beaucoup plus forts pour guider et faire tout ce qu'il faut pour surveiller le décrochage et accompagner les personnes vers la réussite. Arnaud ? Là, il y a Arnaud qui veut… C'est notre malade. Ouais, c'est le malade du jour. Moi, c'était toujours dans le même tableau, là. En fait, ma question, pour moi, c'est la première colonne. Et en rapport avec le titre de la diapositive, c'est-à-dire, en gros, comment est-ce qu'on peut appeler ça encore de la formation ? Si effectivement, il n'y a pas de médiateur entre le contenu et l'apprenant, ça me pose toujours question, en fait. C'est-à-dire que ça renvoie aussi au présentiel, sur ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la formation à distance, ce n'est pas moins que du présentiel aujourd'hui digitalisé, etc. Avant, on était capable, effectivement, de fournir un livre à un stagiaire, à lui dire, écoute, tu le lis, et puis après, on verra. La question, c'est pour moi, ça, c'est pas de la formation. C'est comme tout autodidacte le sait, c'est-à-dire que l'autodidacte, il va aller chercher sa propre référence et son propre contenu comme il l'entend aujourd'hui, en plus avec Internet. C'est le titre de la diapo en fait qui me pose problème. Comment on peut encore appeler ça de la formation quand on fait juste de la mise à disposition de contenu ? Et alors, c'est pas au sens juridique, c'est pas. Enfin, oui, effectivement, c'est pas que de la mise à disposition. Mais il faudrait presque discuter pendant longtemps. Vous savez qu'il y a un décret pour la formation professionnelle à distance qui s'appelle le décret des faisceaux de preuves sur tout ce qu'il faut mettre en œuvre effectivement aujourd'hui de manière obligatoire pour de l'accompagnement. Et aujourd'hui, le législateur, il précise qu'il doit y avoir de l'accompagnement. Mais l'accompagnement, ça peut être une simple hotline pour dire si vous êtes bloqué, etc. Donc, il ne donne pas d'éléments qualitatifs sur le sens de l'accompagnement pédagogique. C'est pour ça que tout à l'heure, on reparlera de l'accompagnement et que tout à l'heure, j'ai évoqué rapidement un double accompagnement. Mais ça s'appelle de la formation, mais de la formation low cost, quoi. Voilà, c'est comme si vous disiez… effectivement, quand vous prenez un avion low cost, dire non, ce n'est pas un vrai voyage en avion. Mais pour autant, il y en a sur le marché. Et voilà, ou quand vous prenez je ne sais plus comment ça s'appelle, les TGV bleus. Oui, ce n'est pas le même confort que le même accompagnement. Mais oui, je suis bien d'accord avec vous sur le principe, comment on peut encore appeler ça de la formation, mais ça correspond à un public qui veut apprendre et qui se dit, qui va préparer aujourd'hui quelqu'un qui prépare un diplôme, et je ne citerai pas de nom d'école ou autre, mais il y a des écoles d'enseignement supérieur qui sont complètement à distance, qui sont les mêmes personnes que quand vous aviez avant les Educatel et tous ces gens-là. Aujourd'hui, les cours par correspondance, ils continuent d'exister un peu, sauf qu'ils utilisent des moyens électroniques
mais les cours par correspondance, ils continuent d'exister de la même manière. Et donc, il y a des gens qui disent non, mais moi, je suis assez grand pour apprendre tout seul, donc je vais apprendre tout seul. Après, ils peuvent se surestimer ou sous-estimer, mais ça correspond à un marché. Et en même temps, oui, c'est de la formation, mais low cost, quoi. Mais c'est vrai qu'au sens où on en parle aujourd'hui, moi, je suis d'accord avec vous. Pour moi, je ne comprends même pas que ça existe encore, mais ça existe. Par rapport à ça, moi, ce que je trouve qu'on a comme problématique aujourd'hui, bon, pour avoir fait pas mal de formations à distance, avoir mis en place, en œuvre, etc., c'est qu'effectivement, on est dans une grosse préparation en amont. Donc, avec la construction d'un scénario, on va même créer des badges qui permettent de baliser le parcours, etc., etc. Et du coup, on se retrouve dans une situation où finalement, je valide mon temps de formation si j'ai obtenu mes 3 badges, 4, 5, 10 badges du parcours de formation. Donc finalement, là, moi, la problématique ou ce que je cherche un peu là-dessus, c'est je suis dans quelque chose qui est relativement rigide, comme très planifié et très rigide dans la démarche. Alors que quand je fais une formation en présentiel, je pars, j'ai un plan souple globalement, et je l'adapte. Et à la fin, on n'a fait que 80%, ou on a fait 120% par rapport à ce qui était prévu selon comment on a avancé collectivement ou comment a évolué l'histoire du temps de formation. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on a de gros progrès à faire sur cet aspect-là, c'est-à-dire de se dire comment on a des plans qui sont souples et que finalement, quelqu'un qui aurait fait 80% de la formation, finalement, on peut lui valider la formation aussi. Parce que si on l'avait fait en présentiel, aussi bien on n'aurait fait que 80% de ce qui était prévu, quoi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, mais en même temps, tout ce jeu, jeu au sens avoir du jeu dans la mécanique, hein, tout ce jeu dont on parle, on en tient compte quand on construit un programme. C'est-à-dire, ne serait-ce que si on est en présentiel. Et souvent, moi, j'aime bien, quand ça m'arrive de former des gens, se dire, mais revenons au présentiel. Comment vous faisiez en présentiel? Je fais comme ça. Et il y a des choses, on dit, bah oui, enfin, mais je dis, est-ce que vous feriez ça en présentiel? Non, bah alors pourquoi vous le feriez en distanciel? Donc j'aime bien cette question-là. Et quand vous dites, aujourd'hui, quand on dit, ben voilà, il y a bien un moment donné où on se dit, telle formation, elle va durer 400 heures. Mais donc 400 heures, ça veut dire que derrière, il y a bien un programme, qu'après on se dit, il y a 50 heures de ça, 25 heures de ça, etc. On redécoupe. Et c'est bien en temps, en considérant un apprenant moyen, en disant, le public qu'on a, c'est du public de tel niveau. Voilà, donc on fixe des prérequis. Donc, tout ça, c'est quand même bien des questions pédagogiques. Et puis après, on se dit, ben voilà, je reprends mon exemple tout à l'heure, si j'ai 50 heures de droit du travail à faire, ben c'est quoi l'essentiel de ce que je veux leur apprendre ou de ce que je veux leur donner par rapport à leur niveau? J'aurais déterminé aussi que il fallait peut-être mettre 50 heures et pas 40 ou pas 30, mais parce que c'est une matière importante dans cette formation. Donc, j'ai toujours ça. Puis à un moment donné, effectivement, je me donne un programme avec une certaine élasticité parce qu'en fonction de la vitesse, mais la vitesse dont vous parlez, les 80%, c'est aussi l'interactivité qui vient jouer là-dessus. L'interactivité qu'on a en présentiel. C'est-à-dire, vous dites, voilà, aujourd'hui, je vais voir ça. Et puis, comme il y a eu beaucoup plus d'échanges, vous avez dû revenir sur des éléments, etc., vous dites, finalement, j'ai avancé que de 80%. Et donc, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, on se dit, ben, voilà, par rapport on tient compte du fait que ces 80%, c'est l'essentiel, c'est les points majeurs de ce que je vais avoir. Et après, vous dites, ben, maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez revoir ça. Oui. Et l'avantage en distanciel, souvent je dis, c'est qu'en distanciel, on peut être à la limite plus exigeant et mieux disant qu'en présentiel. Parce que regardez, en présentiel, les gens, ils signent une fois le matin et ils signent une fois l'après-midi. La seule preuve qu'on a, c'est qu'ils étaient bien présents. D'accord? Mais après, si vous êtes un formateur aguerri, vous surveillez ceux qui somnolent, ceux qui n'ont rien à faire, ceux qui font… De temps en temps, vous tapez un peu sur le bureau pour donner un déclic ou vous l'interpellez, etc. Donc, on surveille. C'est un peu plus compliqué d'avoir ça en distanciel, même si parfois on peut le faire. Mais en tout cas, vous faites pendant le matin 4 heures d'une matière. Vous dites, c'est bon, j'ai fait les 4 heures parce que c'était le 100% ou le 80% dont on avait tout à l'heure. Puis on se dit, c'est bon, les gens étaient présents.
et puis dans une vingtaine ou une trentaine d'heures, ils auront une évaluation. Donc, il n'y a qu'une évaluation et on déroule un programme. Maintenant, en distanciel, ce que vous allez faire, parce qu'il y a des conditions juridiques, parce que vous allez être plus exigeant pédagogiquement, etc., vous dites, tenez, voilà, ce matin, pendant 2 heures, on va travailler la question du contrat d'apprentissage dans le droit du travail. Et puis à 10 heures, vous allez mettre un QCM, même si c'est un petit QCM un peu banal avec une dizaine de questions, mais vous mettez un QCM pour dire c'est quoi les 4 ou 5 idées majeures que je voulais leur faire retenir ce matin. Et donc à 10 heures, je me dis je prends 5 minutes ou 10 minutes pour faire un QCM et pour voir s'ils ont retenu les idées majeures. Et à partir de là, je conditionne et je dis hop, je déclenche les ressources suivantes. Ou en tout cas, je leur donne un repère pour dire ben voilà, vous avez fait un QCM et puis là, ben, il faudra peut-être revoir ça ou revoir ça. Donc, et on peut refaire la même chose à midi. Après l'après-midi, on peut leur demander un travail sur une étude de cas, etc. Voilà. Donc, on peut être beaucoup plus exigeant et beaucoup plus fin pédagogiquement, parce que c'est presque, je dis, c'est comme si, quand on fait une construction pédagogique, avec l'exemple que je donne, c'est comme si on leur demandait de signer 4 fois dans la journée, plutôt que 2 fois le machin, et c'est comme si on s'assurait presque avec des petites séquences de 2 heures à chaque fois de se dire, une mini-évaluation, mais qu'on appelle une évaluation formative et pas une évaluation sommative qui est l'examen. Voilà. Donc, on peut être beaucoup plus exigeant. Et puis après, bon, on mélangera de l'asynchrone, du synchrone, du temps collectif, du temps collaboratif, etc. Donc, on peut être beaucoup plus… parfois, le distanciel peut être plus qualitatif, plus exigeant que du présentiel. Rien ne nous empêche de faire des choses comme ça en présentiel, mais c'est vrai que ce n'était pas l'habitude jusqu'à maintenant. Je poursuis sur le modèle économique qui a été impacté également. Tout à l'heure, il y a une personne qui m'a dit, mais oui, mais c'est le modèle économique, voilà, c'était la question, libre et souvent avec une rentabilité première. C'est-à-dire effectivement, quand tout à l'heure, c'est Arnaud, parce que je vois qu'il est reconnaissable avec son masque, il fait peur. Et donc, qui parlait tout à l'heure de formation, que ça ne devrait pas être de la formation. Bah oui, mais c'est de la formation, effectivement, un peu low cost. Quoi. Voilà. C'est ces nouvelles perceptions. Et puis en même temps, selon le positionnement de l'organisme, ils peuvent avoir choisi de faire de la formation low cost. Mais même ces gens-là, en fait, aujourd'hui, ça les invite à faire un certain repositionnement. Parce qu'ils disent, finalement, si on le compare au taux de complétude, c'est-à-dire si je dis mon public, en fait, c'est 10 à 15% de gens, parce que c'est ces gens-là qui vont aller jusqu'au bout. Mais si je veux m'adresser à des gens qui ont besoin de plus d'accompagnement, ben peut-être effectivement qu'il faut que je fasse des constructions pédagogiques plus accompagnées, voire plus guidées. Donc, s'ils veulent convaincre un public plus large et surtout un public qui est moins acquis à la cause du distanciel. Parce que le modèle dont on parlait, le modèle libre, effectivement, c'est aussi pratiquement ce qu'ont vécu les gens en grande partie pendant le confinement. Donc, il y a encore la vie dure sur cette image du distanciel où on se débrouille tout seul, etc. Donc, il faut aller vers des modèles plus accompagnés ou plus guidés. Mais effectivement, c'est là où ça a une question économique, c'est que l'investissement pédagogique et le coût de production, il est plus élevé. Donc, je dis un peu parfois en provoque, ben effectivement, est-ce qu'il n'est pas temps de lâcher un peu de marge pour des meilleurs résultats pédagogiques? Donc, c'est une manière de resituer la pédagogie par rapport à l'économique, mais c'est un choix de positionnement. Voilà un peu pour les leçons de la crise sanitaire, si tant est que ce sont les leçons principales. Mais en tout cas, voilà où on en est aujourd'hui dans la perception et tout ce que ça a bousculé. Et aujourd'hui, effectivement, maintenant, ce qu'on a un peu coutume de dire, et on avait travaillé à plusieurs là-dedans, et ça, c'était déjà un chapitre, en fait, dans la première édition de mon livre. Une fois de plus, ce n'est pas spécialement pour faire de la pub, c'est simplement pour vous situer que dans la première édition, donc, qui est sortie juste après le premier confinement, le chapitre qui s'appelle « Nous entrons dans l'ère de la formation différenciée 4.0 », c'était le dernier chapitre, c'est dire, voilà, on pense qu'on va vers ça et on va y aller. Et là, maintenant, en fait, c'est le chapitre 3 ou 4, c'est dire, nous sommes effectivement, cette fois-ci, on peut l'affirmer davantage par rapport à tout ce qu'on a vécu aux conclusions,
on entre vraiment dans l'ère de la formation différenciée 4.0. Alors, c'est quoi ce joli mot qui a l'air, pour faire avoir l'air intelligent, de la formation différenciée 4.0? On va déjà essayer de définir ensemble ce qu'est la formation 4.0. Puis après, on ajoutera la dimension différenciée qui est une dimension pédagogique. C'est venu de quoi ce concept de formation 4.0? C'est que je ne sais pas si dans votre environnement, vous êtes beaucoup contaminé par ce modèle de l'industrie 4.0. On parle depuis maintenant plusieurs années de l'ère de l'industrie 4.0. Et donc, l'industrie 4.0, c'est quoi? C'est que ça date de 2010. C'est qu'en fait, on dit qu'on entre dans l'ère de la personnalisation. Alors, la dimension 4.0, effectivement, c'est pour montrer en quoi toutes les évolutions technologiques viennent impacter la formation, d'accord, dans un premier temps. Donc, on entre dans l'ère de la personnalisation et le consommateur, il veut de plus en plus un produit personnalisé. Et un des défis, en fait, c'est de connecter le besoin du client à l'organe de production. Pour vous donner un exemple, avant, vous alliez acheter une voiture, vous la choisissiez sur le catalogue, vous alliez dans le magasin et puis on vous présentait différents modèles. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez choisir votre voiture sur Internet. Il y a des gens qui achètent des voitures. Mais en même temps, vous avez déjà vu, il y a des sites de constructeurs où vous pouvez composer votre voiture vous-même. Je veux un toit de telle couleur, les machins, les jantes, Et aujourd'hui, en fait, ce qui existe chez certains constructeurs, c'est que quand vous pouvez, en grande partie, ce n'est pas encore vraiment le choix, mais vous pouvez créer votre voiture avec toutes les options que vous voulez. Et votre commande, en fait, elle part directement à l'usine. Et sur la chaîne de production, au lieu de produire que des voitures rouges avec telle option, etc., à un moment donné, il y a une bleue, jaune, verte, il y a toutes. Donc, c'est ça quand on dit aujourd'hui, un des défis, c'est de connecter le besoin du client à l'organe de production. Et ça existe effectivement dans plein de domaines de plus en plus. Donc, et tout ça, évidemment, bien entendu, ça ne peut pas se faire sans l'apport de nouvelles technologies. Ça, c'est pour vous situer un peu l'industrie 4.0. Alors, le 1.0, c'est la révolution industrielle. Le 2.0, je ne sais plus. Le 3.0, voilà. Mais il y a des gens qui ont décrit ça en détail. Mais l'intérêt, c'est de vous dire, dans l'industrie, aujourd'hui, on en est dans l'industrie 4.0. Dans le même temps, le web, ou en tout cas tout ce que sont les outils connectés à distance, ont augmenté aussi. Et aujourd'hui, on a aussi le web 4.0. Le web 4.0, en fait, c'est le développement des objets connectés. Alors, dans le sport, ça, vous connaissez parfaitement. On a des super outils connectés. Vous pouvez mettre plein de capteurs sur le sportif et puis suivre sa performance. Voilà, et ramener tout sur un téléphone ou sur un site Internet. Tout ça. Voilà, donc, et notamment dans le milieu médical ou de la santé, etc., il y a de plus en plus d'objets connectés. Donc ça, c'est une première tendance. Et vous voyez bien que si vous reculez de 3, 4, 5 années, ce n'est pas si vieux que ça, les objets connectés. Parfois, pour vous resituer, en 2010, qui n'est pas loin non plus, on oublie qu'en 2010, nous n'avions pas tous encore de smartphones. Les smartphones, ça s'est développé depuis les années 2013-2014. Moi, je me souviens que je suis arrivé dans une entreprise à ce moment-là, et en 2010, j'ai eu mon premier smartphone, et qui était l'Apple 3. Enfin, du coup, je ne suis plus chez Apple. Alors, l'iPhone 3. Voilà. Aujourd'hui, on en est à 14, et comme ils en sortent à peu près un par an. Et donc, à ce moment-là, en 2010, il y avait 2 smartphones qui étaient plutôt des outils professionnels. Il y avait ça, et puis les Canadiens, dont j'ai oublié le nom, voilà, il y en a peut-être qui connaissent, qui était un téléphone qui avait un clavier, un mini clavier dessus. Mais les smartphones, ils sont vraiment apparus le vrai développement, ça a commencé en 2013. Donc, vous voyez, tous les objets connectés aussi, c'est pas arrivé à ce moment-là. Donc, on oublie parfois que cette histoire, elle est encore assez récente. Donc, tout ça, ça fait que ce qu'on appelle un peu le marketing relationnel,
où maintenant, vous voyez, quand vous consultez sur Internet, vous avez regardé effectivement des nouveaux équipements et puis d'un seul coup, hop, vous faites une recherche et d'un seul coup, vous avez toutes les pubs qui apparaissent de votre côté. Et aujourd'hui, on peut même être capable de vous interpeller si vous passez devant la FNAC et que vous avez regardé un bouquin qui vous intéressait chez vous. Je vais dire, oh, tu es en train de passer devant la FNAC et n'oublie pas, on peut vous envoyer des sollicitations. Voilà. En tout cas, l'internaute, et l'internaute d'un autre côté aussi, il a de plus en plus de pouvoir d'interaction. Et donc, il devient un acteur collaboratif. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'évolution de la technologie, l'acteur, en tout cas l'acteur ou l'internaute ou le client, il est de plus en plus collaboratif. Maintenant, sur le management, tout à l'heure, on a parlé de l'industrie 4.0. Ben là aussi, ça a eu plein d'implications dans le management parce que l'entreprise, tout à l'heure, quand on parlait du 4.0, ou dans une chaîne, avant, on allait dire on va faire une campagne de voiture du même modèle pendant 2-3 jours et puis après, on changera, etc. Aujourd'hui, quand sur la même chaîne, vous avez presque chaque modèle qui sort, il est très différent. Tout ça, ça a des implications aussi sur l'organisation, sur le management, sur les gens qui sont sur la chaîne font des choses beaucoup moins répétitives. On va faire appel à plus d'intelligence, j'ai envie de dire, sans que ce soit péjoratif. Pardon, j'ai cliqué trop. Voilà. Donc ça demande aussi, en management, ça demande à laisser s'exprimer la créativité et l'innovation dans l'entreprise. Donc avoir du personnel beaucoup plus créatif et avoir surtout beaucoup plus d'autonomie. Mais ce qui est un peu contradictoire, c'est que ça, on va demander plus d'autonomie et en même temps plus de collectivisme, puisqu'il y a tellement de contraintes qu'il faut être intelligent tout seul dans son coin, mais en même temps, il faut travailler en équipe. Donc, mais pour les gens qui ont travaillé sur on appelle ça dans le sport, la complexité, je crois, ou je sais plus, dans les sports d'équipe, etc., ben finalement, on retrouve un peu les mêmes choses. Donc, si on définit ça au regard de la formation 4.0, alors si on doit repartir effectivement de la formation, ben le 1.0, c'est ce qu'on a connu, mais qui existe encore de temps en temps, hein, c'est le cours magistral. La formation 2.0, c'est le cours qui est plus interactif, mais avec des outils pédagogiques en salle. Donc, ne serait-ce que si vous prenez un PowerPoint, etc., vous prenez un certain nombre d'outils, ben vous êtes déjà dans une formation, on pourrait dire un peu 2.0, parce qu'on utilise des outils pédagogiques et on ne fait pas juste du cours magistral. La formation 3.0, elle n'est pas si vieille que ça, parce qu'en fait, la vague des MOOC, les MOOC ont démarré en 2012. Les MOOC, c'est pas non plus très vieux, ça n'a que 10 ans. Et puis ça a vécu, voilà, il y a des évolutions. Aujourd'hui, on se pose des questions par rapport au modèle économique des MOOC, à l'efficience des MOOC, etc. Mais par contre, quand les MOOC sont arrivés, ben, ça a amplifié cet intérêt, en tout cas, pour la formation à distance. Même si, 3 ans en arrière, je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand tout le monde a dû se mettre au distanciel, on a vu que finalement, ceux qui faisaient vraiment du distanciel, c'était que 10% des organismes de formation. Mais quand on est entre nous en train de discuter d'un phénomène, on ne se rend pas compte que finalement, c'est peut-être aussi peu. Et donc, tout ça, par contre, c'est ça aussi qui a poussé à développer de la formation à distance, mais parce qu'il y avait une tendance à l'individualisation et à vouloir apprendre comme on veut, quand on veut et où on veut. Le fameux Atawad dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, les MOOC, ils sont arrivés en disant, bah oui, maintenant, c'est génial, parce que c'était quand même ça l'idée au départ des MOOC. C'est que les Américains, quand ils ont lancé ça, notamment à Harvard, ils se disaient, bah oui, le pauvre petit Indien du fin fond de l'Inde qui ne peut pas venir chez moi en formation, si je capte tous les cours de Harvard, il peut y avoir accès, puis à un moment donné, s'il s'empresse, s'il a appris tout seul, il peut venir passer l'examen chez nous. Je vous le fais rapidement, mais c'était quand même un peu ça au départ, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, l'idée des MOOC. Le 4.0, alors souvent quand on fait une évolution, on fait une évolution en se répondant aux questions qu'on s'est posées sur le 3.0. Le 3.0, c'était bien, c'était plus accessible, mais très solitaire, et je ne vais pas y revenir, on en a déjà largement parlé. La solitude, elle pose l'efficience pédagogique. Je disais à l'heure sur le taux de complétude aussi. Taux de complétude, selon faible, égale aussi grande solitude. Donc, il n'y a pas eu d'évolution de taux de complétude, donc de son efficacité. Entre des cours par correspondance et des MOOC, il n'y avait pas de différence sur le taux de complétude. Donc voilà, donc en tout cas, selon la finalité de la formation,
ben, effectivement, le Atawad, il n'est pas possible. Si on veut effectivement avoir une efficacité, une efficience importante. Et donc, par contre, c'est vrai que le tutorat, mais ça, c'est la question qu'on se posait voilà, jusqu'à encore un petit peu avant le confinement, et que la question qui a été amplifiée par le confinement, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le tutorat, il reste parfois une grande interrogation pour les apprenants, même si vous, effectivement, aujourd'hui, ça vous semble évident. Donc aujourd'hui, si on prend les déterminants pour dire c'est quoi la formation 4.0, en fait, le premier point, c'est de réhumaniser l'apprentissage avec plus d'accompagnement. Donc vous dites, ben, finalement, c'est bien, vous êtes dans le vrai, et surtout continuez à faire ce que vous faites. Donc là, quand on construit la formation 4.0, en fait, on prend tous les points communs, ou les déterminants de l'industrie 4.0, du web 4.0, du management 4.0, parce que ça, c'est toute l'influence de notre environnement, du changement des comportements et du changement de la technologie. Mais aujourd'hui, on se dit, bon, c'est bien la techno, mais il faut réhumaniser tout ça. Le deuxième, c'est de combiner davantage d'individuels, de collectifs et de collaboratifs. Donc, si on veut être efficient et avoir une formation plus motivante, il faut mettre des temps individuels, parce qu'il en faut, c'est un peu le volant voilà, d'adaptation de chacun, des temps collectifs et des temps collaboratifs. Il faut forcément, la formation 4.0, elle est forcément à distance, mais voire multimodalité. Ça peut être en présentiel, en distanciel ou en situation de travail. Et l'autre point, effectivement, c'est que sur les temps asynchrones, surtout, il faut diversifier des mises en forme. C'est-à-dire le temps asynchrone, ce n'est pas que des PDF ou que des vidéos, parce que si on fait que des PDF, on fait du cours par correspondance. Si on fait que des vidéos, on fait du MOOC. Mais c'est de mélanger tout ça. Et tout ça, ça a aussi il y a un double raisonnement aussi économique, parce que parfois, ce n'est pas la peine de faire une super vidéo avec plein d'effets spéciaux parce que ça coûte cher. Et vous vous doutez bien, vous qui avez construit des programmes longs, ben, on ne peut pas faire que des cours sous cette forme-là parce que ça finit par coûter cher. Et puis, en même temps, l'efficacité pédagogique, à un moment donné, le sujet énoncé ne nécessite pas forcément. Peut-être qu'un podcast ou un document écrit bien fait peut être suffisant pour un sujet en particulier. Donc, à la fois, quand on crée des ressources pédagogiques, on peut se poser la question du rapport coût-efficacité pédagogique. Voilà. Et surtout, effectivement, c'est de prendre en compte la question de l'efficience pédagogique. Donc, ce qui revient tout à l'heure à mon tableau en se disant, voilà, en fonction du public, en fonction de tout un tas d'éléments, comment, effectivement, j'intègre l'efficience pédagogique. Si je m'adresse qu'à un public d'adultes autonomes, etc., je peux faire une formation type libre. Mais si je m'adresse à du public beaucoup plus jeune, qui est moins autonome, etc., ben, j'ai besoin de plus le guider. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, vous avez un MOOC parfait? Parce que si on parle juste de MOOC, par exemple, vous disiez que les MOOC commençaient à être un peu critiqués, critiquables, etc., ou à montrer leurs limites, c'est ça? Que s'il pourrait encore y avoir des MOOC qui seraient efficaces. Mais il n'y a pas j'ai envie de dire, il n'y a pas un MOOC parfait. Et je dis ça, ce n'est pas parce que c'est ce que je dis là, mais au moins, si on prend tous les ingrédients qui sont là, plus d'autres qu'on va voir après, parce que là, après, on va rajouter la dimension différenciée. Mais aujourd'hui, le MOOC, il correspond à un public. En fait, le MOOC, on pourrait le comparer effectivement à un modèle libre. Voilà. Donc, et il ne s'adresse pas. S'il s'adresse à un public, effectivement, qui veut apprendre de manière beaucoup plus autonome et comme il veut, ben, il est bon. Mais il est bon pour un public, pour un type d'apprenant. Donc, il n'y a pas un MOOC parfait ou un MOOC imparfait. Il y a des modalités pédagogiques ou des modalités de construction distancielle qui sont parfaites ou moins adaptées à certains publics. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, un de vos collègues disait, oui, la première question, c'est de dire, c'est quoi l'objectif de la formation? Et l'objectif de la formation, ce n'est pas encore non plus l'objectif pédagogique. Je vous donne un exemple, je ne sais pas si l'exemple vous parlera. Je suis dans une formation je suis sur une chaîne de montage. Et donc, dans une chaîne de montage, j'ai un taux de rebut qui ne me convient pas. J'ai un taux de rebut de 10% et j'estime que voilà. Donc, je suis l'entreprise et je me dis effectivement,
il faut que je forme les personnes pour diminuer mon taux de rebut. Donc, l'objectif de ma formation, c'est diminuer mon taux de rebut. Donc, ça, c'est l'objectif. C'est-à-dire, c'est un indicateur, c'est quelque chose qui va avoir un résultat, qui va avoir une efficacité sur ma structure. Donc, ça, c'est l'objectif de la formation. Maintenant que j'ai cet objectif de la formation, je veux dire, quels sont mes objectifs pédagogiques? Donc, pour que les gens puissent participer à cette diminution du taux de rebut, je vais leur donner un objectif pédagogique de connaître les règles, les modalités de qualité, savoir faire de la maintenance de premier niveau sur la machine, savoir faire du contrôle tridimensionnel, je ne sais pas quoi. Voilà, donc je vais après définir un certain nombre d'objectifs plus précis. Et là, ce sont les objectifs pédagogiques. Et maintenant que j'ai défini mes objectifs pédagogiques, je me dis le plus pertinent, c'est de le faire en distanciel, en présentiel, en situation de travail. Et puis après, si je me dis, ben ça, je le mets en distanciel, à l'intérieur, je continue ma progression en disant, ben ça, est-ce que c'est suffisant si c'est un document écrit ou si c'est plutôt un audio court ou si c'est un PowerPoint avec du commentaire ou si c'est une vidéo. Et puis là, peut-être qu'il faut que je mette, ça peut facilement se faire en asynchrone, mais peut-être que si je veux aller plus loin et faire, il faut qu'après, je fasse faire des mises en situation aux personnes. Donc, je peux faire des analyses de cas, par exemple. Et puis après, faire de la restitution. Et après, en tant que formateur, je me dis, ben, il faut qu'au fur et à mesure du déroulement de la pédagogie, que de temps en temps, je fasse le point en disant, est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez retenu? Donc là, ça va être du temps individuel, le temps asynchrone, si on le transpose en distanciel, du temps collaboratif pour justement remplacer l'outil, c'est des études de cas où les gens vont être en classe virtuelle, mais ils vont être en groupe. Et puis après, je demande à faire une restitution du travail de groupe qu'ils ont fait. Et là, je suis en collectif, c'est-à-dire je suis le formateur en fin de journée et je suis là effectivement pour vérifier ce qui a été appris, pas appris, poser des questions et faire de la régulation et du vrai tutorat. Ce n'est pas juste du tutorat pour poser une question ou renvoyer à des ressources. Mais vous voyez bien que j'ai construit différents temps, différentes mises en forme pédagogiques aussi, ou différentes méthodes pédagogiques en même temps. Donc voilà, mais tout ça, c'est autant d'éléments que j'ai dans ma caisse à outils et qui vont dépendre du sujet ou de la finalité de ma formation et du public que j'ai en face de moi. Ok, très bien, bah, c'est parfait. C'est un peu la philosophie que j'avais aussi. Bah, parfait. Si à supposer, mais j'ai vu que ce n'était pas du tout ce que vous faisiez, imaginez que vous ayez fait un modèle libre par rapport à ce que je vais présenter tout à l'heure, puis au bout d'un moment, vous vous dites, mais de toute façon, il n'y en a pas un qui avance et effectivement, j'ai que 20% des personnes qui suivent. Bah, donc, puis peut-être même que c'est ce que vous avez fait il y a quelques années, puis au fur et à mesure, vous avez dit, bon, ben là, effectivement, il faut peut-être découper par des petites séquences, et puis il faut peut-être après faire des points réguliers avec eux, donc du tutorat, etc. Donc, vous avez naturellement, effectivement, vous êtes naturellement allé vers cette tendance. Donc, aujourd'hui, je ne fais que finalement résumer un peu toutes les bonnes pratiques qu'on a pu avoir et dire, ben voilà, aujourd'hui, si on veut une formation la plus efficiente possible, voilà tous les ingrédients qu'il faut mettre. Donc, je vous parle maintenant du concept de pédagogie différenciée. Je ne sais pas, il y en a à qui ça parle, la pédagogie différenciée ou pas, non? Eh bien, on va en parler. Pas encore, mais comme on parlait de 4.0, quel est votre avis sur ce qui pourrait être le 5.0? On parle beaucoup de réalité virtuelle, réalité augmentée, de métaverse. J'en suis pas là. J'aimerais déjà bien qu'on fasse du différencié 4.0. Donc, finissons de faire du différencié 4.0. Après, la réalité virtuelle, le métaverse, etc., oui, on peut faire de très belles choses. Je n'ai rien contre, mais je me dis, voilà, déjà, c'est comme en sport. Travaillons déjà les fondamentaux, quoi. Quand on aura les fondamentaux, après, effectivement, on pourra prendre des situations plus sophistiquées, plus complexes. Mais voilà, c'est comme si je disais, on va déjà travailler les fondamentaux et au moins avec les fondamentaux, on aura déjà des performances plutôt globalement moyennes plus. Voilà. Et après, effectivement, c'est un autre débat que d'aller beaucoup plus loin. Mais, complètement d'accord là-dessus, mais la question aussi dans le cadre d'un réseau national, c'est peut-être d'essayer de voir le demain, de voir l'après, ce qui n'empêche pas évidemment de traiter aujourd'hui le 4.0.
C'est de voir quelles pourraient être les tendances, parce que ça va être engageant. C'est des tendances qui peuvent être engageantes dans le temps, donc c'est dès maintenant commencer quand même à essayer de les anticiper. Mais en fait, pour moi, enfin, si je rejoins ce que j'ai dit juste avant, le métaverse, l'intelligence artificielle, etc., tout ça, si on les prend aujourd'hui, vous avez, je ne dis pas que c'est votre cas, mais il y a des fois, quand on parle de formation à distance, si à un moment donné, je ne vous ai pas cité au moins le mot intelligence artificielle, métaverse, je ne sais pas quoi, vous allez dire, il est has-been, il ne nous en parle même pas. Ah bah oui, je ne vous en parle même pas, mais c'est normal, je suis un peu has-been. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des outils pédagogiques. Voilà. Et la première, c'est des outils qu'on a à notre disposition. Comme vous avez à disposition de fabriquer des ressources sous forme de PDF, sous forme d'audio court, sous forme de podcast, sous forme de vidéo, vous pouvez faire de la classe virtuelle en collectif, en collaboratif, etc. Tout ça, c'est autant d'outils. Et les serious games, le métaverse, etc., ce sont des autres outils. Par exemple, il n'y a pas longtemps, nous, on travaille avec on collabore avec une entreprise qui fabrique des formations en réalité virtuelle, et notamment un que j'ai bien aimé tester, voilà, c'est la prise de parole en public. Donc, ou si on prend d'autres éléments, par exemple dans les domaines technologiques, où il y a des domaines, aujourd'hui, il y a des gens qui font, vous avez déjà fait de l'entraînement à l'extincteur. Aujourd'hui, vous pouvez faire de l'entraînement à l'extincteur, à éteindre un feu, en réalité virtuelle. Mais il y a bien un moment donné, alors c'est l'avantage, c'est que vous pouvez recommencer 15 fois, 50 fois, 20 fois à éteindre le feu, allumer le feu, l'éteindre, etc. et vous entraîner. Il y a bien un moment donné où il va falloir s'entraîner quand même sur un vrai feu et éteindre un vrai feu avec un vrai extincteur, enlever la goupille, enfin faire tout ce qu'il faut. Donc l'intérêt, c'est que vous pouvez faire 50 fois l'exercice avant de passer à la réalité, de vous entraîner. Et en même temps, ça a un coût, ça a un avantage économique. C'est-à-dire je vais consommer beaucoup moins de matières premières. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on prend la réalité virtuelle, l'intérêt, il est là. C'est de sécuriser, ou quand c'est par exemple dans des domaines électriques où on doit faire des manipulations électriques sur des habilitations électriques, l'intérêt, effectivement, c'est que la personne peut répéter 50 fois l'opération si elle a envie de s'exercer, mais il y a un moment donné où quand il faut passer l'habilitation électrique, il faut bien se mettre dans une vraie armoire avec du vrai courant, etc. Mais par contre, effectivement, j'aurais répété des gestes en amont, et c'est plus facile parce que je peux le faire tout seul. Donc, il y a à la fois l'avantage de diminuer les coûts de mise en œuvre d'une situation pédagogique et à la fois de répéter plusieurs fois l'exercice. L'exemple que je prenais sur la prise de parole en public, effectivement, si demain je veux m'exercer à prendre la parole au milieu du zénith, c'est un peu compliqué pour organiser une formation pour prendre la parole devant 1000 personnes. Alors, je n'ai pas l'ambition de prendre la parole devant 1000 personnes, mais c'est juste amusant de s'entraîner à prendre la parole devant 1000 personnes. Mais il y a des gens qui ont besoin, ou ne serait-ce que si on veut s'entraîner à prendre la parole devant une salle de 200 ou 300 personnes, qui pour quelqu'un qui de temps en temps fait des conférences peut être juste un truc un peu normal. Voilà, puis il y a des choses enfin des réflexes à acquérir, etc. Donc, c'est vrai que je peux m'entraîner en permanence avec la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle qui va me renvoyer un certain nombre d'analyses de ma situation. Je peux m'entraîner tout seul à parler devant une salle de 200 ou 300 personnes. Donc, je pense que c'est surtout ça l'avantage. Mais en même temps, après, c'est de se dire tout ça, ça coûte cher. Donc, il y a aussi une réflexion économique. C'est tout à l'heure quand je disais, je ne vais pas faire que des vidéos avec plein d'effets spéciaux parce que ça peut coûter cher pour un exercice pédagogique donné et qu'une solution moins coûteuse peut être suffisante pédagogiquement. Donc voilà, pour moi, l'intelligence artificielle ou le métaverse ou la réalité virtuelle, c'est du même ordre. Aujourd'hui, il faut apprendre à l'appréhender avec son juste milieu pédagogique et sa réflexion économique aussi qu'elle peut avoir. Mais effectivement, on fait quand même des choses merveilleuses. J'ai répondu en partie à votre question. Complètement. Il me semble qu'il y a un camarade qui levait la main aussi, Arnaud. Alors, comme je ne vois pas tout le monde, dites-moi s'il y a quelqu'un qui a levé la main parce que je n'ai pas tout le monde dans le trombino en dessous.
Nicolas, toi, tu abordais la question des nouvelles techno et l'introduction dans la FOD des nouvelles techno. Là, moi, j'avais une autre question, mais toujours pareil sur l'avenir. C'est la question, enfin, on ne la pose jamais, mais il y a une planète qui brûle, il y a les questions énergétiques qui s'invitent à la table. Il y a forcément à un moment donné des questions sur les données, les fermes de serveurs, l'énergie que ça coûte, enfin voilà, en ratio avec les modes de déplacement. Donc, je me disais comment ça s'est pris en compte aujourd'hui dans les questions de formation à distance. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, elle rentrait plutôt sur le caractère très idéologique finalement de l'industrie 4.0 qui va vers effectivement la personnalisation de l'objet, du produit. Et ce qui, moi, me pose question, parce que j'appartiens à un ministère anciennement qui s'appelait le ministère de l'Éducation populaire, où l'objectif, a priori, très identifié, c'est l'émancipation des individus. Donc, ça me pose question, en fait, dans où est-ce qu'on va, comment, à un moment donné, on va mettre en adéquation, pour moi, des systèmes de production qui s'invitent à la table de la formation, là où nous, on est finalement des fonctionnaires et qui étions très engagés sur la question de l'éducation populaire, et où nous avons, nous, plutôt une approche du coup, très accompagnée, on va dire ça comme ça. On ne compte pas trop notre temps sur l'accompagnement des stagiaires, quand effectivement, le modèle d'industriel 4.0, lui, l'identifie et le chiffre. Voilà. Bon, c'était juste une remarque, je crois, la deuxième partie, mais j'espère que je me suis peut-être bien fait comprendre ou pas. Vous me direz. Mais je pense, enfin, pour répondre, alors la première question sur l'environnement, bah, effectivement, aujourd'hui, il y a plein de. Là j'ai vu en janvier, là, j'ai une conférence sur effectivement comment intégrer les questions d'environnement dans la formation. C'est vrai qu'à la fois, si on développe du distanciel, tous les systèmes informatiques, ça ne contribue pas forcément. À l'économie de l'environnement. Mais en même temps, ça contribue à supprimer plein de déplacements. Donc, c'est compliqué. Et j'avoue que là-dessus, je n'ai pas encore vraiment la bonne manière de l'appréhender, si ce n'est qu'effectivement, aujourd'hui, quand vous prenez le télétravail, aujourd'hui, effectivement, on va utiliser des outils à distance parce que finalement, ça nous économise plein de déplacements. Et donc, du coup, tous les déplacements qu'on économise sont bons pour la planète. Donc, à un moment donné, il faudra trouver le juste équilibre entre… Est-ce que je peux juste vous demander de m'excuser 2 petites minutes parce que j'ai un petit problème. Il faut que je donne une signature pour quelque chose qui doit partir absolument tout de suite. Et je suis désolé, excusez-moi. J'arrive tout de suite, tout de suite. Ça vous fait faire une petite pause. Faites le check-up des questions que vous avez à poser. Ouais, et sachant que Cyril, donc tu feras un petit rappel là niveau timing, il nous reste une bonne demi-heure avant que les prochains intervenants nous rejoignent. J'en profite, je pisse un coup aussi. Allez. Non, Arnaud, tu as repris la température ou pas? J'ai l'impression que ça baisse là. Tu reviens à la vie. 39,5 au dernier checkpoint. Putain, mais qu'est-ce que tu es solide, toi. Je ne suis pas dans les meilleures conditions, pour être très clair. Là, si tu veux, c'est un avant-gagon là, en ce moment. Et je vous ai mis un petit diaporama là, dans le chat, là, il est pas mal. 2010, les cocos. Très bien. 129 diapositives. Non, mais ça se lit très vite, c'est bien fait. Et c'est de dire qu'il n'y a rien de nouveau au final. C'est juste les moyens d'intervention qui changent. Donc, dans 30 minutes, on bascule, on reste sur ce salon pour parler du partage d'expériences sur 2 éléments. Le premier, c'est sur le MOOC, sur les violences sexuelles. Et le deuxième point, ben voilà, j'ai perdu la mémoire. Tom, tu me fais une piqûre de rappel? Ouais, je te la fais tout de suite. Il est comme moi, en fait. Non, attends. C'était dur, là, tu m'as laissé 0 secondes. Alors, regarde, après, ce sera préparation concours professeur de sport. 100%. C'est sympa, ils sont dans le même bureau, t'as qu'à lui filer une grosse boulette de papier dans sa tronche. Oui, ah ben voilà, donc c'est Florent qui nous a déjà rejoint. Vous êtes peut-être soumis comme moi à la clôture des comptes. Ah oui, on est en plein dans les dates, oui. Voilà, et donc il y a des commandes qui doivent absolument finir de partir. C'est une clôture des comptes aujourd'hui. Voilà, désolé. Je reviens sur la question de Arnaud, la deuxième question.
La deuxième question, c'est sur… je l'ai compris à la fois de deux manières. C'est dire, voilà, comment on arrive à personnaliser, mais en même temps, on a des groupes. Comment on combine, en fait, ce qui est un peu contradictoire, c'est un peu ça? Oui, je vois le masque qui hoche. C'est bien ça, c'est bien ça. Voilà. Eh ben, on va y répondre en partie avec la pédagogie différenciée. Voilà. Enfin, en tout cas, je vais parler de la pédagogie différenciée et vous me direz après si ça répond en partie au sens de votre question. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques, non, avant qu'on continue, ou d'autres questions? Je ne sais pas, il y a une autre main levée ou pas? Je ne vois pas forcément. On est bon. On est bon? Pourquoi est-il parti, lui? Je le remets. C'est bien le distanciel, mais c'est toujours contrariant en technologie, hein, quand ça veut. Donc, parlons maintenant effectivement de la pédagogie différenciée. Alors, c'est quoi ce concept de pédagogie différenciée? La pédagogie différenciée, voilà, elle part du constat que tout groupe d'apprenants… Alors, la pédagogie différenciée, c'est quelque chose qui date des années 70. Vous allez dire, mais pourquoi aller chercher des choses aussi loin? Vous avez déjà entendu parler de Benjamin Bloom, qui, avec sa taxonomie, peut-être, qui nous aide à définir des objectifs de formation. Ben, ce même personnage, à la même époque, il a travaillé effectivement sur la notion de pédagogie différenciée, de pédagogie de réussite. Et c'était un peu le fantasme qu'on avait à ce moment-là, dans les années 70-80, de se dire comment on peut personnaliser la formation. Et aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, effectivement, c'est que justement, le distanciel nous permet en grande partie de pouvoir enfin faire de la pédagogie différenciée, ce qui était compliqué en présentiel. On va voir pourquoi. Donc, elle part du constat, en tout cas, la pédagogie différenciée, que dans tout groupe d'apprenants est hétérogène. Parce qu'il n'y a jamais deux personnes qui progressent à la même vitesse et de la même manière, même si on a fixé des prérequis. On est dans une classe où on fixe des prérequis, mais même avec des gens qui ont les mêmes prérequis pour suivre un même diplôme, il y a encore une forme d'hétérogénéité. Donc, face à cela, il y a deux orientations, et c'est peut-être là où on en vient en partie à la question d'Arnaud. C'est-à-dire, la première, c'est la conception individualiste. Alors, la conception individualiste, c'est bien, c'est séduisant, mais ça relève presque plus du prof particulier, ce qu'on appelle un précepteur. Et puis, il y a une conception plus systémique, c'est de dire, de toute façon, on tient compte du fait que la formation, elle se déroule quand même très souvent en groupe. Donc, il faut donc offrir des possibilités de choix dans la classe. Et donc, ça, c'est les deux questions que se posent ceux qui ont travaillé sur la pédagogie différenciée. Et tirer parti, donc il faut offrir des possibilités dans le groupe, et en tirant parti du groupe avec l'efficacité du précepteur. Donc, on est dans cette logique un peu difficile à concevoir, enfin, qui peut sembler un peu contradictoire. Donc, nous, on retiendra en tout cas la conception plus systémique, c'est-à-dire qu'il nous faut travailler à la fois dans l'individualisation et à la fois dans un cadre collectif. Est-ce que ça va dans le sens un peu de votre questionnement, Arnaud, tout à l'heure, hein, dans ce que j'aborde là ou pas? Ouais. Enfin, de toute façon, ça rejoint en tout cas l'évolution de la société de toute façon. Voilà, dans votre questionnement, c'était bien dans ce sens-là, quoi. Donc, vous voyez, on est au cœur du questionnement. Et donc, ça nous renvoie effectivement à l'évolution du 4.0 qui pour répondre à la solitude et à l'efficience. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut effectivement plus de collectifs, à la fois, il faut individualiser les produits. Enfin, voilà. Donc, on est vraiment au cœur de ce questionnement. Et donc, la formation différenciée d'il y a quelques années peut nous apporter des éléments par rapport à ça. Donc, ça, c'est le premier point sur qu'est-ce que c'est que la formation différenciée. Pour progresser dans cette logique, on va faire appel également à ce qu'on appelle la pédagogie de maîtrise. En fait, c'est tout de suite quand les gens ont réfléchi à comment individualiser ou faire de la formation différenciée, c'est-à-dire personnaliser et en même temps le groupe, etc., ils ont poursuivi leur réflexion et ils ont dit, il y a un autre concept qu'ils ont développé qui s'appelle la pédagogie de maîtrise.
La pédagogie de maîtrise, elle pose ces principes-là, suivants, c'est qu'elle dit que tout apprenant peut arriver à une maîtrise totale, c'est-à-dire 85 à 90% des notions enseignées, c'est-à-dire bien retenir. Vous savez, des fois, on a le cône de l'apprentissage en disant si c'est visuel, machin, auditif, etc., on en retient tant, on en retient tant, on en retient tant. Là, c'est un autre concept, c'est qu'on dit si tout apprenant peut arriver à une maîtrise totale, c'est-à-dire retenir 85 à 90%, si on lui donne suffisamment de temps et qu'on utilise les moyens adéquats. Donc, cette procédure de la pédagogie de maîtrise, elle doit se dérouler comment? Donc, ils ont dit, mais pour répondre à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut construire une pédagogie? Ils disent que l'enseignement, il doit être découpé en séquences dont les objectifs sont soigneusement définis. C'est-à-dire, on va prendre plein de mini-objectifs, entre guillemets, et qu'après, donc quand on a défini ces mini-objectifs, d'accord, tout à l'heure, quand je disais, tiens, j'ai un objectif, j'ai mon objectif de mes 90 heures de droit du travail pour des gens qui font un master RH, et j'ai un mini-objectif qui est, j'ai un autre objectif intermédiaire qui est la législation de la formation dans le droit du travail, et puis après, je peux avoir effectivement encore de plus fin les contrats en alternance dans la formation. Donc, vous voyez que là, je viens sur un objectif bien précis. Donc, dans un premier temps, effectivement, c'est ça qu'on appelle que l'enseignement est découpé en séquences dont les objectifs sont soigneusement définis. Donc, dans l'exemple que j'ai pris, mon premier objectif, c'est de dire je veux que les gens maîtrisent la mise en œuvre des contrats en alternance. Enfin, après, je ne l'ai peut-être pas formulé de la bonne manière. Je le dis en parlant là. On retravaillera avec Benjamin Bloom plus tard. Donc, voilà. Et donc, ce qu'ils disent dans la pédagogie de maîtrise, c'est qu'il y a 3 temps. Le premier, c'est l'enseignement sous différentes formes pédagogiques. Et vous voyez que quand on dit ça, ce n'est pas que des vidéos, que des audios, que des PDF, etc. Non, pour que la formation soit efficace, en tout cas efficiente, intéressante, captivante, vous mettrez tout ce que vous voulez, il faut utiliser différentes formes pédagogiques. Et aussi dans un souci de personnalisation, parce que tout le monde n'apprend pas forcément de la même manière. Le deuxième point, c'est qu'il faut un petit temps d'évaluation formative sur les objectifs avec un temps de feedback. C'est l'exemple qu'on prenait tout à l'heure de dire, tiens, pendant 2 heures, on va examiner la loi sur le CPF et puis on va mettre un QCM à la fin. Donc ça, c'est une évaluation formative. Et puis un petit temps de feedback qui, en fait, un petit temps de remédiation. Alors, si c'est par QCM, effectivement, ça fait objet de remédiation, mais qui, après analyse, va renvoyer le résultat des ressources en disant, ben voilà, vous vous êtes trompé sur tel point ou tel point, donc veuillez revoir tel chapitre ou telle vidéo ou telle ressource. C'est ce point-là qui a retravaillé. Donc, c'est en permanence d'avoir ce découpage fin d'objectifs, soigneusement défini, et à chaque fois, pour chaque temps, en fait, d'avoir un mélange de mise en forme pédagogique, un temps d'évaluation formative et un temps de remédiation. Mais ce n'est pas compliqué en soi, c'est juste que ça demande effectivement beaucoup plus de temps en construction pédagogique. Mais effectivement, c'est comme ça qu'on obtient une efficience et qu'on obtient, si je reviens en arrière, qu'on obtient des apprenants qui retiennent 85 à 90% des notions enseignées. Et puis, bien entendu, après, quelqu'un sur une séquence, par exemple, de 4 heures sur un cours, imaginons 4 heures de cours un matin ou sur une matinée, ou un temps de 4 heures de formation, et que ce soit qu'un temps asynchrone et un temps individuel. Il y en a peut-être qui vont passer 3 heures parce qu'il y a des choses qu'ils connaissaient déjà ou qui sont faciles pour eux, et ils vont passer sur certaines choses. Mais si à la fin des 4 heures, de ce temps de 4 heures, vous posez effectivement une évaluation formative, la personne verra effectivement si elle a retenu les éléments essentiels. Alors, si en plus vous le conditionnez au fait de passer aux ressources suivantes, vous dites si la personne obtient au moins 10 sur 20 ou une note de 12 sur 20, effectivement, ça lui déclenche les ressources suivantes. Donc, vous voyez qu'on est bien dans tout ce temps de remédiation ou dire allez recommencer le QCM ou revoyez. Là, c'est quand même super guidé, super contraint. Mais ça dépend du public une fois. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire systématiquement, mais ce sont des outils qu'on a pour augmenter à chaque fois, en fonction d'un type de public, l'efficacité pédagogique.
La procédure donc, de la pédagogie de maîtrise, vous voyez bien que ça demande une construction pédagogique spécifique et une progression minutieuse, comme je viens de vous l'illustrer, et ça nous donne justement des éléments forts en e-learning pour justement l'efficience et la lutte contre la solitude, puisqu'on dit qu'on met du temps de remédiation, éventuellement du temps d'échange, des temps collectifs, des différentes modalités pédagogiques. Donc, de fait, ça exclut presque une forme de solitude, en tout cas pas sur l'ensemble de la formation. Et ça implique de s'appuyer aussi sur 2 dimensions spécifiques d'accompagnement. Donc ça me semble beaucoup plus important. Non, pardon, ça me semble très important. C'est qu'on peut avoir 2 types d'accompagnement. Un suivi de la motivation et de la protection pédagogique de l'apprenant, et un tutorat disciplinaire fort qui est la remédiation récurrente. Alors, je m'explique. Si je prends à un moment donné, parce qu'on n'organise pas forcément toujours des journées complètes de formation, mais si je prends le cas le plus contraint, vous avez des gens en alternance et vous dites aujourd'hui c'est lundi, ils doivent être tous en formation ce lundi et forcément on a une journée de 7 heures puisque c'est contractuel, c'est lié à un temps de travail, donc c'est une journée de 7 heures. Donc imaginons que le matin, je vais faire 2 séquences de 2 heures par exemple. Donc, j'ai 2 heures sur une thématique, un petit QCM, 2 heures sur une autre thématique, un petit QCM, et je me dis, le matin, c'est que de l'asynchrone. L'après-midi, je vais leur demander pendant 1h30 de faire ou 1 heure, peu importe, 1 heure ou 1h30, je vais leur demander de faire une étude de cas. Ils vont être sur un travail collaboratif, et cette étude de cas, dans le temps d'après, je suis en collectif, c'est-à-dire là, le formateur intervient et il dit, voilà, vous me présentez vos études de cas et en même temps, cette étude de cas va permettre de voir ce qu'ils ont compris, pas compris, ils ont eu du temps collaboratif et en même temps de réguler s'il y a des choses qu'ils ont compris ou pas compris de ce qu'ils ont vu le matin. Donc là, on a un enchaînement complet qui met en œuvre tous ces éléments-là avec des temps effectivement de régulation, des temps de feedback, etc. Voilà. Ça veut dire que quand on a fait une construction comme ça, vous voyez bien qu'il y a un tutorat disciplinaire fort, c'est un tutorat ou un temps de tutorat obligatoire. C'est-à-dire de vous travailler et puis en fin de journée, de 15h30 à 17h, vous êtes avec le formateur et ce n'est pas juste un temps qui est facultatif comme ça peut exister dans certaines formations, mais ça fait partie du cours. C'est un temps de cours, mais c'est un temps de tutorat et de régulation par rapport au cours. L'autre temps, à partir du moment où j'ai fait toutes ces constructions pédagogiques, tout à l'heure on évoquait la plateforme, ça veut dire que sur la plateforme, je suis capable de voir si la personne effectivement a bien fait ses 2 premières séquences de 2 heures, ça une autre séquence, etc. Et sur 2 jours de formation. Donc là, c'est plutôt quelqu'un à la tour de contrôle qui va faire un tutorat technico-pédagogique, qui va faire à la fois le rôle de hotline s'il y a des problèmes techniques, mais à la fois qui va regarder le curseur des ressources qui se remplit au fur et à mesure. Et si, par exemple, si les gens ont cours le lundi et le mardi, si on voit que quelqu'un, finalement, comme quelqu'un qui aurait été absent en présentiel, quand quelqu'un est absent, vous dites, soit vous alertez l'employeur, soit vous alertez les parents, je ne sais pas qui, enfin voilà, en disant, il est absent et voilà, il faudrait qu'il veille à rattraper son cours. Mais là, vous pouvez avoir à distance, effectivement, le moyen de voir si la personne décroche ou ne décroche pas. Et ça, c'est bien lié à la construction pédagogique. Donc, c'est bien un élément pédagogique. Et en même temps, c'est un élément technologique parce qu'il faut avoir effectivement la fonction de ce type de suivi sur une plateforme. Et pourquoi ça, c'est important? Parce que parfois, vous avez des formations, on va dire, ben oui, il y a du tuteur. Mais le tuteur, des fois, ça peut être un tuteur qui est un tuteur très générique et qui va être plus une hotline. Et si l'apprenant, il a un problème sur une question de mathématiques, de français, de je ne sais pas quoi, on va dire, ben tiens, va revoir ce cours-là. Mais en tout cas, il a en face de lui, il n'a pas forcément le prof de français ou le prof de mathématiques. C'est quelqu'un qui va plutôt être là comme aide au devoir, si j'ai envie de dire. Mais en tout cas, ce n'est pas un prof. Et puis d'un autre côté, si vous ne mettiez que des profs,
le prof, il ne va pas forcément, lui, suivre l'ensemble de la formation. Il n'est pas là non plus pour faire la outline. Donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, on s'est dit, voilà, s'il y a bien deux fonctions, si on veut que ces deux grandes fonctions, parce qu'elles sont importantes pour apporter une aide à un apprenant, c'est d'un côté ce qui est de la discipline, ce qui est du cours, et de l'autre côté ce qui est effectivement sa motivation, c'est-à-dire c'est le suivi de sa motivation, est-ce qu'il décroche, est-ce qu'il ne décroche pas, et éventuellement pour l'aider à organiser sa formation. Voilà, donc on peut dire qu'aujourd'hui, si on veut être super efficient, effectivement, c'est bien d'avoir deux types de tutorat. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Estelle, je vous en prie, allez-y. Oui. Du coup, là, c'est un tutorat qui n'est pas optionnel, qui est obligatoire, mais qui est individualisé. Parce que si le groupe est forcément hétérogène, comme vous le disiez, tout le monde n'aura pas besoin de ce temps de tutorat. Alors, quand on parle d'hétérogénéité, c'est l'hétérogénéité quand même à travers d'un groupe. Je ne sais pas si vous préparez un BTS commerce, ça fait partie du cours. Ce n'est pas du tutorat dont on a besoin ou on n'a pas besoin. Parce que vous voyez bien dans l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est du tutorat qui est du temps de régulation par rapport au cours, par rapport à ce qu'ils ont appris le matin, par rapport à ce qu'ils ont bossé ensemble, et c'est de la restitution. Donc, ce n'est pas un tutorat obligatoire ou pas obligatoire. Par contre, là où il y a du jeu de personnalisation, et je reviens dans l'exemple que je prenais ce matin, ils ont 4 heures de cours en autonomie, enfin en temps asynchrone. Il y a des gens, et c'est là où les QCM, etc., où les balises qu'on va mettre sont importantes, c'est qu'on se dit, voilà, le matin, il y a 2 heures sur la législation des contrats d'alternance. Il y a des personnes, par exemple, qui disent, effectivement, ça, je le connais, je l'ai déjà, donc ils regardent un peu la ressource, ça, je connais, c'est bon, je connais. Et donc, il passe et puis il se dit, je vais directement au QCM. Il va passer le QCM. Et s'il passe le QCM et qu'il obtient effectivement 12 sur 20 au QCM, on considère que, OK, c'est bon, qu'il ait suivi ou pas les ressources, il a les connaissances qu'il faut pour passer à la séquence suivante. Mais en présentiel, on aurait exactement la même chose, voire même moins 10 ans. Parce qu'en présentiel, vous avez des gens qui font autre chose derrière leur ordi, vous avez des gens qui ronflent l'après-midi, etc. Alors, en dehors du fait que le pédagogue est là pour veiller à ce que les gens soient tous actifs et attentionnés, mais quelque part, même si quelqu'un semble très attentionné, on ne va pas vérifier si finalement il écoute de manière plus ou moins distraite parce qu'il se dit, là, ce qu'il raconte, je le connais déjà, etc. Donc, c'est là où on peut être plus efficient en distanciel, mais où on a une personnalisation. C'est-à-dire, celui qui aurait besoin de moins de temps, finalement, il va passer moins de temps, peut-être que sur 4 heures. Mais par contre, celui qui aurait besoin de plus de temps, peut-être que quand il aura fait son évaluation, on va lui dire, là, vous avez eu 8 sur 10, il prendra le temps en fin de journée de revenir sur cette partie-là. Donc, la personnalisation, elle joue aussi sur ça. Mais pas sur le temps de tutorat. Parce que le temps de tutorat, effectivement, c'est vraiment de la régulation en temps collectif. Et donc, c'est bien un temps qui est là pour remplir justement, pour réhumaniser effectivement cette formation dans laquelle on pourrait imaginer qu'il n'y ait jamais de temps de tutorat. Est-ce que j'ai répondu suffisamment clairement à votre question? Oui, tout à fait. Merci. Ouais. N'hésitez pas, parce que des fois, je suis peut-être... Marc, je me fais le maître du temps. Oui. Si tu peux encore faire sur 5 minutes, puis après, on laisse un temps de 10 minutes questions-réponses. On arrive à la fin. Donc voilà, là, on a décrit la pédagogie de maîtrise. Et donc, on en arrive à notre dernière diapo. Voilà. Et donc, maintenant, tout à l'heure, on a vu les déterminants de la formation 4.0. Et maintenant, on va mettre tous les déterminants de ce qu'est la formation différenciée 4.0. Donc, on retrouve, bien entendu, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il faut réhumaniser la formation pour rompre le sentiment de solitude. On a ajouté, avec ces ingrédients pédagogiques qu'on vient d'ajouter du différencié, la préférence de mettre en place un double tutorat, c'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un qui veille à la motivation, à l'avancée de l'apprenant. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit un prof, ça peut être quelqu'un, ça peut être un assistant ou une assistante pédagogique, voilà, qui regarde ça, qui regarde un peu tous les soirs ou tous les 2 jours si la personne a bien avancé et qui éventuellement va l'appeler en disant tiens, est-ce que tu as un problème, pourquoi tu décroches? Mais d'un autre côté, l'apprenant, s'il décroche, il peut aussi appeler cette personne pour dire j'ai une difficulté. Et puis, donc le tutorat sur le contenu pédagogique
qui est, je dirais, le tutorat de base sur la spécialité qui est enseignée, la discipline qui est enseignée. Ensuite, ce qui est important, c'est de mixer davantage du temps de travail individuel, collectif et collaboratif. Toujours, on l'a vu tout à l'heure, pour rendre la formation plus vivante et moins solitaire. D'utiliser des méthodes et des ressources pédagogiques variées. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai décrit un temps avec de l'asynchrone, un temps collaboratif, un temps collectif. Mais le matin, dans l'asynchrone, si on veut que les ressources, le temps asynchrone soit aussi riche, varié, motivant, etc., il faut que je varie, que je mette des vidéos, des audios courts, des PDF, etc., et aussi en fonction du coût de l'efficacité. De mettre en œuvre des multimodalités présentielles, distancielles et AFEST, parce que dans ce que vous faites, il y a un moment donné, il y a peut-être des choses où vous dites, non, ça, le distanciel, il a ses limites. Donc, il y a un moment donné, il y a des exercices ou des mises en situation qu'il faut faire en réel. Donc, on se dit, cette partie-là, effectivement, on l'a fait en distanciel. Donc, on choisit bien nos modalités en fonction des objectifs de la formation et des objectifs spécifiques pédagogiques. Voilà. Et de prendre en compte les particularités et les acquis de chaque apprenant, effectivement, c'est aussi en fonction de ce mix, cet équilibre subtil entre le fait qu'on met du jeu, c'est-à-dire on va mettre de la possibilité que chacun s'adapte, mais en même temps, on va tirer parti du groupe. Et je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait toujours des profs de sciences de l'éducation avec qui je bossais qui disaient « Ah non, mais le distanciel, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus la notion de groupe apprenant. » Et on était en plein dans les MOOC. Donc, la vague était dans l'autre sens. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est d'intégrer de plus en plus la question de l'efficience du parcours. Ça pose un peu plus la question de l'évaluation. Ça rejoint un peu les questions sur Calliope, ou le débat sur le retour sur investissement de la formation. Voilà, et je crois que ça se termine par merci de votre attention. Merci Marc. Voilà, Cyril. Je vais arrêter le partage. N'hésitez pas à poser des questions, vous ouvrez vos micros, vous intervenez, il n'y a pas de souci. Arrêtez le partage. Voilà. Hop. Je coupe. Je suis à votre écoute pour toutes vos questions. Il nous reste 10 minutes avant de basculer sur le prochain chapitre, où tu seras d'ailleurs invité, si tu veux, Marc. On fait une présentation de deux cours à distance, sur les violences sexuelles et un sur une préparation de concours. Donc, des outils 100% distanciels. Donc, voilà. Je resterai un petit peu avec vous, mais il faudra que je parte à 16h. Oui, voilà. J'écouterai sans rien dire. Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant. Benoît, qui lève la main. Oui, moi j'ai une question, c'est un peu un ordre d'idée, mais c'est toujours en lien avec la formation à distance. C'est comment créer de la cohésion de groupe entre les apprenants et des temps de convivialité, parce qu'on sait que quand on est en distanciel, on n'a pas ces temps informels et conviviaux qu'on peut avoir en présentiel. Donc, est-ce que vous auriez des pistes à ce sujet? Merci. C'est sûr qu'en distanciel, on ne va pas reconstituer la machine à café. Par contre, effectivement, c'est que la convivialité, ou en tout cas l'interactivité du groupe, d'un autre côté, c'est que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est si on ne fait pas, on ne prête pas attention à mettre des temps individuels, collaboratifs et collectifs, effectivement, c'est une solution pour reconstituer de la convivialité. Alors après, effectivement, quand on parle de temps collectif, ce n'est pas en ayant 50 personnes, si on veut créer de l'échange, etc. Là, par exemple, on est, on est une vingtaine, c'est quand même une grande limite si on veut avoir un temps d'échange très interactif. Si c'était un cours et si on faisait de la classe virtuelle, je vous dirais, on se limite si on veut vraiment quelque chose de très interactif et donc du coup qui crée de la convivialité dans le groupe, on dirait on se limite à 10 ou 12 personnes. Et la convivialité, elle peut être aussi créée par le fait de mettre un maximum ou de mettre le plus possible des temps de travail en collaboratif et puis en mélangeant les groupes, etc. Donc effectivement, on peut. Et puis après, c'est de l'animation pédagogique. Mais oui, c'est à travers des exercices en classe virtuelle, qu'ils soient collaboratifs ou collectifs, et dans le fait de ne pas le faire à 50,
qui peut aider à reconstituer, en tout cas, un petit peu de cette convivialité ou de cette synergie du groupe. Et puis après, vous avez des outils comme le chat où travailler dans le collaboratif. Si vous avez une plateforme, vous avez peut-être dans votre plateforme un chat de groupe, etc. Donc, ou de leur dire, ben voilà, alors il y a des travaux collaboratifs en synchrone, comme ceux que j'évoquais tout à l'heure, et puis il peut y avoir des temps asynchrones où effectivement ils vont travailler ensemble hors du temps normal de travail. Donc il faut justement provoquer ces temps-là, faire tourner les groupes, etc., pour créer de la synergie et de la dynamique de groupe. Mais ça ne remplacera jamais la machine à café. Donc, de temps en temps, il faut peut-être se dire, effectivement, de temps en temps, on fait des regroupements en présentiel parce que voilà, ce n'est pas magique non plus, hein, le distanciel. On peut faire beaucoup de choses. Voilà. Estelle, qui a levé la main en premier. Je ne sais pas si Benoît, j'ai répondu à votre question ou suffisamment. Oui, merci. J'avais d'autres pistes, mais en tout cas, oui, merci beaucoup en tout cas. Donc, on a bien noté que pour la formation 4.0, les principales innovations sont pédagogiques, mais est-ce qu'il y a quand même des outils techniques qui vous semblent plus appropriés pour les mettre en œuvre? Non, il n'y a pas des outils. Enfin, il y a des outils. Je veux dire, c'est plus pour moi, c'est plus aujourd'hui des manières de faire une construction pédagogique et un suivi pédagogique qui est primordial. Après, on peut utiliser tous les outils qu'il y a en place. D'ailleurs, je vous parlais de visio, enfin de classe virtuelle, de chat. Voilà. Après, vous avez tous les outils à votre disposition, mais c'est de se dire, effectivement, c'est quoi les ingrédients pédagogiques pour construire une formation efficiente. Et à partir de là, vous utilisez les outils que vous voulez bien. Parce que, par exemple, il m'est arrivé de travailler avec des organismes de formation qui commençaient à développer un petit peu de distanciel, ils n'avaient pas forcément les moyens d'acheter ou d'utiliser un certain nombre d'outils. Donc, je leur donnais un peu des recettes pour faire un peu avec les moyens du bord. Et au fur et à mesure, voilà, c'est comme si on se disait, tout à l'heure, on parlait de réalité virtuelle, de dire c'est génial pour faire des exercices, mais voilà, ça va dépendre un peu des moyens du bord de chacun. Donc, c'est pour ça que j'en parle plus comme des ingrédients pédagogiques que des outils. Parce que si on rentre, des fois, on peut avoir les défauts aussi de trop rentrer par l'outil. Merci. Il y avait Christophe, je crois, après, qui avait levé la main. Oui. Est-ce que vous avez des retours d'expérience de temps de réflexivité qui auraient été mis en place à distance? C'est-à-dire de profiter soit d'expériences vécues, soit de mise en situation de résolution de problèmes dans une partie d'enseignement à distance, et sur lequel le formateur revient avec les apprenants pour essayer de comprendre pourquoi il y a un échec et pour essayer de remédier dans le bon sens et pour avoir une vraie orientation de la remédiation. Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais effectivement, comme je le dis de manière très, très large, quand je prends comme exemple de construction d'une journée de formation en disant le matin, il bosse seul, il peut y avoir des temps de réflexivité ou des temps de régulation faits en asynchrone avec des QCM ou des choses comme ça. Mais par contre, après, dans la journée, c'est-à-dire par rapport à un objectif pédagogique précis de la journée, je reviens dans mon exemple, je vais mettre du temps individuel, du temps collaboratif, et là, le troisième temps qui est indispensable, c'est pour ça que tout à l'heure, quand Estelle, je crois, a posé la question, je ne sais pas, il y a quelqu'un sur le tutorat, est-ce qu'il est obligatoire, indispensable? Oui, là, dans mon schéma, le temps de réflexivité, c'est-à-dire que dans ma construction, dans ma progression pédagogique de la journée, je dis il y a 1h30 ou 2 heures en fin de journée, qui est un temps où le formateur intervient, mais il intervient parce que lui, il a la connaissance de ce qu'ils ont appris le matin seul, la connaissance Donc, en termes de réflexivité, on prépare la réflexivité en les faisant travailler sur une étude de cas, et cette étude de cas
ils vont arriver dans la classe virtuelle, par exemple, pendant 2 heures avec le formateur, et le formateur va dire, voilà, vous avez chacun 10 minutes pour me présenter votre étude de cas, et à partir de cette étude de cas, je suis en pleine situation de réflexivité, c'est-à-dire je dis, ben voilà, là, je corrige en fait, je corrige, mais je renvoie, je refais des allusions au cours de ce qu'ils ont vu le matin, ou en même temps, je viens interroger. Donc là, je suis en pleine interactivité aussi pour dire, voilà, ben tiens, pourquoi vous avez dit ça? Qu'est-ce que vous avez compris, pas compris? Donc là, effectivement, il faut que j'ai des classes en nombre limité pour avoir une pleine, et même si j'ai une cohorte de 50, un groupe d'apprenants de 50, ben si je veux des temps de réflexivité efficaces et pleinement contributifs, je vais faire des sous-groupes. Voilà. Donc, effectivement, ce troisième temps dont je parlais, c'est le vrai, l'expérience que vous demandez sur la réflexivité, c'est par rapport à cette construction. Ces 3 temps, qui sont les 3 temps de manière globale dont on parlait dans la pédagogie de réussite, mais qu'on retrouve à un niveau sur des 2 heures en disant ben, j'ai un petit objectif de 8 heures à 10 heures, je mets un QCM et j'ai un petit temps de réflexif, mais un petit temps réflexif fait par un QCM. Donc, c'est un temps de réflexif asynchrone. Mais dans ma journée complète, sur mon plus grand objectif pédagogique, j'ai bien un temps où j'apprends, un temps où je fais une analyse, et là, j'ai mon troisième temps qui est le vrai temps réflexif sur un plus gros objectif. Vous voyez qu'à chaque fois, en poupée russe, je retrouve toujours ces trois temps, en fait. Enfin, et les 3 temps dont on a parlé tout à l'heure, les 3 temps de la pédagogie de réussite. Donc, c'est plus un rythme de construction pédagogique qui donne cette efficacité, effectivement. En tout cas, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. D'où le fait d'être allé rechercher, c'est finalement des choses qui étaient difficiles à mettre en œuvre avant en présentiel. Il y avait Arnaud, je crois, qui avait, et après il y a Olivier, dans l'ordre. Ouais, je m'excuse encore une fois du masque, mais je ne pas une tête belle à 39 degrés. C'est juste que c'est effrayant. Moi, j'avais je ne sais pas le faire. J'avais à la fois une remarque vis-à-vis de Benoît, lui dire que, en ce qui nous concerne, sur la partie conviviale, on a au sein du ministère des formations qui sont des formations type Hardy. Moi, j'utilise beaucoup les gens qui sont formés à ça dans mon établissement, au sens où, notamment sur les premières semaines hybrides, avant la séquence distancielle, on va vivre des moments collectifs et des moments de travail collaboratif en présentiel, de telle sorte à développer des méthodes de travail ensuite en distanciel. Donc ça, c'était la première remarque. La deuxième, c'était, est-ce que vous, Marc, vous avez des retours d'expérience sur le feedback utilisateur, puisque vous utilisez beaucoup la méthodologie de travail de l'industrie 4.0. Comment, à un moment donné, on est dans un processus qualité permanent, c'est-à-dire en ayant des feedbacks de celui qui apprend, en lui demandant comment il va, en lui demandant où est-ce qu'il en est de son propre apprentissage, en ayant des moments collectifs de réflexivité, effectivement, sur où est-ce qu'on en est dans le dispositif et comment est-ce qu'on verrait le dispositif s'améliorer, c'est-à-dire la vision de l'apprenant sur le processus dans lequel il se trouve. Nous, on essaye, on a une démarche dans le DEGEPS tennis de table à Nantes, on a une démarche un peu tâtonnante. On utilise des outils comme les wikis, par exemple, pour savoir l'état présent du stagiaire actuellement. On utilise des tableaux blancs, des choses qu'on va pouvoir travailler en présentiel collectif pour savoir à un moment donné ou pour essayer d'analyser si le processus de formation actuel correspond bien aux attentes des stagiaires. Comment est-ce que vous avez, vous, des retours d'expérience spécifiques par rapport à ces allers-retours entre les stagiaires et le centre de formation et l'adaptation des processus qui sont en cours? Je ne sais pas si je suis toujours clair dans mes questions, mais j'ai de la fierté. Rassurez-vous, vous êtes clair. Après, c'est juste que chacun, on ne met pas forcément toujours les mêmes choses derrière chaque mot, mais je vais vous répondre d'une certaine manière. En fait, pour cette boucle de l'efficacité permanente, parce que maintenant, on a quand même Calliope qui en permanence nous donne aussi des indications, ne serait-ce que l'évaluation finale. Donc, si je prends à la fin l'évaluation, alors il y a des choses, je ne sais pas si vous utilisez, par exemple, la mesure du taux d'apprentissage. Ou est-ce qu'il y en a qui connaissent le système Kirkpatrick, d'évaluation Kirkpatrick? Non? Enfin, voilà. Donc, il y a un système, vous tapez sur Internet Kirkpatrick.
c'est un système d'évaluation qui est d'origine américaine, mais pour lequel on peut être certifié. Et d'ailleurs, par rapport à votre question, il y a tout un chapitre dans mon bouquin qui traite de la mesure de l'efficacité de la formation, enfin de l'évaluation de la formation. Donc, si je le prends de manière super macro, c'est-à-dire à la fin, bon, j'interroge, il y a le questionnaire que vous connaissez dans Calliope, mais on peut nous demander effectivement de mesurer ce taux d'apprentissage. C'est-à-dire, je ne vais peut-être pas rentrer, je vais aller plus vite, mais on pourrait en reparler à un autre moment si vous le souhaitez volontiers. Mais c'est de dire voilà, comment la personne se situait en termes de connaissances avant sur ce sujet, comment elle se situe après la formation. Donc, il y a toute une manière d'interroger. Donc ça peut être effectivement, c'est ce qu'on appelle en Kirkpatrick, si vous le verrez, il y a le niveau 1, c'est le questionnaire habituel de qualité, et le niveau 2, c'est mesure du taux d'apprentissage. Donc peut-être déjà au moins systématiquement de poser ce type d'évaluation. En fait, c'est une évaluation sur chaque objectif pédagogique. Donc ça, c'est le macro en fin. Par contre, en cours de formation, dans la régulation, tout à l'heure, quand je parlais du temps de régulation, du temps de feedback, c'est-à-dire de ce troisième temps dans une journée, par exemple. Mais ça peut être, là j'en parle en une journée complète, mais ça peut être 7 heures de formation qui sont réparties sur une semaine. J'aurai le même timing ou la même chronologie ou les mêmes 3 temps successifs pour effectivement construire ma formation. Donc, quand je suis dans mon feedback, quand je suis dans mon tutorat, dans ma régulation, vous voyez que j'utilise en fait plein de noms différents pour qualifier ce temps-là. Donc, il m'appartient aussi, si je suis un enseignant, je vais dire consciencieux, etc., ben effectivement, et si je veux avoir de l'interactivité, de voir effectivement là ce qui coince. Finalement, si les gens, je me rends compte qu'ils n'ont rien compris dans l'étude de cas ou qu'ils n'ont rien compris du matin, ben, je vais interroger, je vais me dire mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, et c'est bien ça. Bon, normalement, ce n'est pas aussi caricatural. On ne va pas partir du principe qu'ils n'ont rien compris. Mais je peux me dire, bah, tiens, finalement, cette notion, je l'avais mise sous cette forme-là, sous forme d'une vidéo, et puis là, je me rends compte que ça fait 2 fois de suite que ça ne passe pas. Donc, c'est déjà une manière d'avoir un feedback et d'avoir un retour sur ma formation. Donc, ça, c'est au plus près de l'apprenant, effectivement, et ça fait partie du métier d'enseignant, que de se dire, est-ce que là, j'ai été bon, est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils n'ont pas compris, et peut-être de revoir ma manière d'exposer un sujet. Et puis, entre le macro dont j'ai parlé et au plus près de l'apprenant là, il y a ce dont je parlais tout à l'heure, c'est de se dire, ben, est-ce que la manière dont j'ai construit ma formation à distance, est-ce que les gens suivent ou ne suivent pas? Est-ce qu'ils décrochent ou est-ce qu'ils ne décrochent pas? Et donc, c'est bien aussi une mesure ça va dans ce sens-là. C'est presque un autre niveau intermédiaire pour voir est-ce que les gens, effectivement, progressent bien, ne décrochent pas, est-ce qu'ils avancent, etc. Donc, j'ai bien un peu cette mesure d'efficacité ou cette mesure permanente pour faire évoluer ma formation, ben, un peu à 3 niveaux différents, si je mets tous les ingrédients dont j'ai parlé. Merci beaucoup, Marc. Je vois qu'il y a encore une question d'Olivier, mais là, on est en train de dépasser pas mal le timing. Est-ce que c'est possible, s'il y a des questions, de vous les faire parvenir? On les centralise et on vous les fait parvenir si vraiment… Je vous enverrai mon PowerPoint de présentation, pas de problème. En tout cas, un très grand merci. Christophe, donc je pourrais lui dire, je dirai plus tard. S'il y en a qui veulent à un moment donné prolonger le débat sur une question ou l'autre, vous pouvez facilement me trouver sur LinkedIn. Et donc, volontiers, si à un moment donné, il y en a qui veulent… voilà, je ne vais pas passer 1 heure avec tout le monde, ça c'est sûr. Mais en tout cas, volontiers, c'est toujours intéressant d'échanger, d'avoir des retours, voir des confirmations, des contradictions. Tout ça, c'est super intéressant. Donc, on peut aussi envisager les prolongations lors d'un jeudi du RNSPF, comme une fois par mois on a les thématiques. On peut se dire… après, voilà, si à un moment donné, vous souhaitez… Si on a la demande… on prenne un petit temps sur un autre point plus particulier, ça sera bien volontiers. Un très, très grand merci, en tout cas. Cyril sait comment me trouver. Voilà, il vous aussi maintenant. Je sais, ouais, pas de souci. En tout cas, on est prêt. Pour se préparer pour l'avenir, on est au taquet là. Bon, super. Écoutez, je vous souhaite, du coup, comme je vais pas rester avec vous parce que ça va être un peu juste pour moi. Et en tout cas, à très bientôt et au plaisir d'échanger à tout le monde. Et merci de votre attention. À très bientôt, Marc. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Et je t'envoie le PPT, Cyril. Ça marche.